Alors, donc normalement, on est en live. On va attendre la confirmation des gens dans le chat, voir s'ils nous entendent. Salut. Dites-nous les amis. Ah oui, il y a quand même pas mal de décalage. Ah oui, d'accord. Alors attends, du coup, mon mot est pas passé. Les gens dans le chat, bonsoir tout le monde déjà. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez, s'il vous plaît? Ok, très bien, merci. Écoutez, bonsoir tout le monde. On va attendre peut-être juste 2 petites minutes que les gens arrivent, mais je vois que ça commence à arriver. Donc le but de ce live que je fais ici en présence de mes consoeurs Éléonore du blog Léo Lurilo et du podcast La Bobine Hurlante et Jessica du blog Bon Chic Bon Genre, c'est de parler donc de cette édition 2021 du Festival de Cannes. Donc moi j'ai été sur place et les filles n'ont pas pu être présentes, mais par contre comme il y a pas mal de films qui sont sortis en parallèle dans les salles, elles vont quand même pouvoir parler de plusieurs films, donc en l'occurrence Annette, Benedetta et Titane. Et moi je vais aussi aborder un petit peu de films de genre que j'ai vus sur place, mais que je suis la seule à avoir vu, pardon. Donc voilà, les filles, peut-être que vous voulez vous présenter de manière plus Je sens que Jessica en meurt d'envie. Elle adore ça. J'adore. Donc je démarre là du coup? Vas-y. Ok. Donc moi c'est Jessica du blog Bon Chic Bon Genre et du coup j'écris des articles sur le cinéma de genre et sur la représentation des genres et des minorités de manière générale. Voilà. Fort bien, abonnez-vous à la newsletter. Et Léo, c'est à toi. Et donc moi c'est Éléonore, donc j'écris sur le blog Léo Lurilo, principalement sur des films de genre, et j'essaye en général d'axer plutôt sur des personnages féminins, sur la représentation du genre. Sinon, j'ai co-créé avec donc Jess et Thierry, donc Jess qui fait aussi partie de la sororité, le podcast La Bobine Hurlante où on parle tous les mois d'une thématique autour du cinéma de genre. À côté de ça, j'écris aussi sur d'autres blogs, donc Fucking Cinéphile et le blog de Nestor. Voilà, donc comme ça, vous avez plein de bonnes adresses en main. Donc le but du live, voilà, c'est qu'on va parler du festival, enfin on va parler des films donc on a vu, en dire ce qu'on en a pensé tout simplement. Moi, je vais parler vite fait un peu de mon expérience sur place pour les gens que ça intéresse, de savoir un peu comment ça se passe à Cannes, enfin en tout cas avec ma modeste expérience. Et on terminera avec un petit peu un débat sur la Palme d'Or parce que bon, elle a été assez controversée. Bon, je pense que ce sera pas un secret. Voilà, ça va surprendre personne que je vous annonce que nous, on a plutôt été contentes de cette Palme d'Or. Mais bon, toujours est-il qu'on pourra répondre à quelques polémiques, on va dire, qui ont été soulevées. Voilà. Donc, pour vous situer, donc moi, je suis allée à Cannes, j'ai fait toute la durée du festival, à peu près, à part le dernier jour, à part la clôture. J'y suis allée avec l'accréditation cinéphile, parce que donc, pour ceux qui connaissent pas, au Festival de Cannes, vous pouvez y aller donc avec plusieurs accréditations, notamment une accréditation professionnelle qui est un peu la meilleure, on va dire, une accréditation presse et une accréditation cinéphile, et aussi une accréditation pour les jeunes qui ne concerne que les 3 derniers jours du festival. Donc moi j'ai eu l'accréditation cinéphile. Alors après on m'a dit que j'aurais pu en fait avoir l'accréditation presse qui aurait été meilleure parce qu'elle donne accès à davantage de choses, permet d'entrer dans plus d'endroits. Mais bon, j'ai pas tellement osé la demander parce que j'avais le sentiment qu'il fallait appartenir à une grosse chaîne, avoir un gros média ou avoir une carte de presse, etc. Bon, apparemment, j'aurais pu y avoir droit, donc je saurai pour l'année prochaine. Voilà, donc je n'ai eu que l'accréditation cinéphile qui est un peu l'accréditation la moins, enfin, je vais pas dire la plus nulle, mais la plus nulle. Et mais j'ai eu la chance parce que donc cette année, comme peut-être à cause du Covid, peut-être à cause du fait que le festival a été décalé en juillet, donc sur une période de vacances, il y avait plutôt moins de monde que d'habitude, et donc j'ai quand même pu m'incruster dans pas mal de séances auxquelles j'aurais normalement pas eu le droit, parce que donc vous avez eu, enfin il y a quasiment tous les soirs à Cannes, enfin oui, tous les jours même, des séances qu'on appelle gala, donc de tapis rouge, donc vous devez porter une soirée, etc. Et qui sont les séances faites en présence de l'équipe du film. Et donc ces séances-là, forcément, elles sont plutôt agréables. Hein, elles ont lieu au Grand Théâtre Lumière, donc la grande salle.
Et j'aurais pas dû spécialement y avoir accès, sauf que parfois on peut squatter des places de dernière minute. Donc c'est-à-dire qu'il y a une file spéciale derrière le palais qui se fait pour les gens qui arrivent et qui essayent de choper les places de dernière minute ou de désistement, ce genre de choses. Et en fait, la première semaine, moi j'ai quasiment fait toutes les séances de tapis rouge. Enfin, en tout cas, j'en ai fait beaucoup, parce qu'à chaque fois, en dernière minute, il y avait quasiment personne et j'ai pu beaucoup squatter de chouettes séances comme ça, et notamment la cérémonie d'ouverture. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc écoutez, cérémonie d'ouverture, en arrivant à Cannes, j'avais jamais pensé que j'allais pouvoir y assister, donc c'était très cool. Alors j'étais vraiment au paradis, hein. J'étais tout en haut de la salle, je voyais l'écran tout petit, les gens tout petits et tout, mais c'était assez ouf quand même, assez émouvant pour moi d'être là. Donc en plus, du coup, j'ai quand même pu assister en direct à la remise de la Palme d'honneur à Jodie Foster, parce que ça s'est fait pendant la séance d'ouverture. Et puis voilà, la présentation du jury, tout ça, c'était assez émouvant, quoi. Même si la cérémonie en elle-même n'avait rien d'exceptionnel, c'était exceptionnel pour moi, à mon petit niveau, d'être là. Et donc la cérémonie d'ouverture a enchaîné avec la projection du film Annette. Donc Annette, de Léos Carax, avec Adam Driver et Marion Cotillard, qui est un film qui déclenche des avis en général extrêmes, mais très différents. Et donc ça fait partie des films qu'on a toutes vus, vu qu'il est sorti au cinéma en parallèle. Donc du coup, je vais peut-être pas commencer, parce que je viens déjà de beaucoup parler. Vous voulez y aller, les filles? Pardon, j'écrivais. J'étais pas. J'étais pas. Attends, excuse-moi, du coup, j'en profite juste 2 secondes pour répondre à une question dans le chat. On nous demande si pour pouvoir prétendre à l'accréditation cinéphile, il faut prouver qu'on est cinéphile en quelque sorte. En fait, tu candidates, en fait, tu as une lettre de motivation à donner où en fait tu parles de ton amour du cinéma, plus ou moins. Enfin, en fait, tu écris ce que tu veux, mais en fait, il faut que tu. Hein? Non, j'allais reprendre, mais il n'y a pas que la lettre de motivation. En général, il faut prouver que tu fais partie soit d'un ciné-club, soit que tu vas régulièrement au cinéma, soit que tu fais partie d'une association qui est très active dans le ciné. Voilà. Non, parce que la petite blague, c'est que moi, j'aurais dû y aller aussi à Cannes et que j'ai trouvé un travail entre-temps qui fait que j'y suis pas allée. Oui. Par contre, moi, du coup, je me demandais, Judith, là, quand tu disais que tu pouvais finalement demander la presse, c'est par rapport à quoi? Comment si t'as pas de carte de presse, du coup, c'est quoi qui joue alors? C'est le fait que tu es un média sur lequel tu parles du festival. Après, est-ce qu'ils font en fonction du nombre de gens, en fonction de la thématique de ton média? Je sais pas exactement. Ça, je t'avoue que moi, j'ai pas parlé à quelqu'un qui est responsable de ça, hein. J'ai juste eu mes amis qui sont dans la presse de manière générale qui m'ont dit que eux, ils connaissaient des gens qui, avec des petits médias, si tu veux, se faisaient accréditer presse au festival. Après, il y a une sorte de hiérarchie dans les accréditations qui n'est pas spécialement communiquée au public quand tu demandes les accrèdes, mais on sait que il y a des accrèdes qui sont plus ou moins privilégiés parmi les journalistes. Donc deux journalistes de 2 médias différents n'auront pas forcément accès aux mêmes choses. Voilà, ça dépend de son importance. Mais voilà, à partir du moment où tu représentes un média, normalement, tu as tes chances. Voilà. Et du coup, oui, Éléonore aurait dû venir avec moi et elle a pas pu, malheureusement. Elle a pas venu. Elle a pas venu. mais du coup, Éléonore, elle avait vraiment une candidature en béton, par exemple, pour la Crête Cinéphile, parce que elle est membre. Non, mais si, parce que tu as adhéré au collectif 50-50. Évidemment, il faut pouvoir justifier d'un abonnement UGC ou Gaumont, ou d'un cinéma en tout cas. Et bref, Éléonore, elle a plein de trucs comme ça. Donc, elle a une candidature béton. Et voilà, malheureusement, elle n'a pas pu. Merci de me le rappeler. Voilà, donc pour Annette, du coup. Qui veut vas-y, Léo. Avec ta candidature, vas-y. J'adore, ça retombe sur moi. On n'avait pas dit que c'était Judith qui s'occupait de pitcher tous les films? Ah oui, je vais pitcher et après tu donnes ton avis. Donc, moi je veux bien. Du coup, Annette, c'est l'histoire d'un couple, un jeune couple follement amoureux, donc joué par Marion Cotillard et Adam Driver. Donc elle est chanteuse d'opéra et lui, il est showman, on va dire, comique plus ou moins. Et même si c'est pas évident. Et en fait, donc c'est un couple qui commence une passion sur les chapeaux de roue. Elle tombe enceinte, ils ont un enfant. Et ils vont aussi éprouver un amour sans limite pour cet enfant, mais le personnage de Marion Cotillard meurt, et ça va être ensuite comment le père va s'occuper de cet enfant.
Juste pour que tu mettes qu'on sache de quel film on parle. J'ai Ah mis oui, en commentaire. pardon. Ouais, non, si, c'est pas grave, on se roule sur les lives. Voilà, parfait. Donc voilà, en commentaire épinglé, on vous met le film dont on parle. Et donc voilà, comment il va élever cet enfant et en fait comment cet enfant va représenter plus ou moins le spectre de sa femme dans sa vie, on va dire plus ou moins. C'est ça. Très bien résumé, parfait. Alors désolé, du coup, on n'a pas prévenu, mais on va spoiler, hein, comme c'est des films qui sont déjà sortis depuis un petit moment et que tout le monde en a déjà parlé, reparlé. Spoil, quoi. Ouais. Alors moi, Annette, on va dire qu'en termes de mise en scène, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Je le trouve même vraiment plutôt excellent. On sent toute la pensée et tout le travail de Léos Carax dedans, tout le côté bizarre, et j'aime la manière dont il arrive à faire un petit peu cohabiter des choses très communes, comme les extraits de journaux qu'on voit de temps en temps, qui font limite un peu vulgaires, la manière dont est représentée la petite fille Annette, parce que ça on l'a pas dit, mais Annette est en fait représentée par un pantin qui est pas très bien fait, ça se voit que c'est un pantin et c'est fait justement pour contraster et au contraire avec des choses qui sont censées un petit peu toucher au sublime, même si j'aurais quelques petits trucs à dire dessus, ne serait-ce que par exemple les extraits où on entend Marion Cotillard chanter, où du coup on touche vraiment à l'art et au beau, et je trouve que de ce côté-là, il est vraiment très bon. Il y a rien à dire sur la manière dont le film est fait. Il se tient très bien, il rend un hommage à la tragédie grecque et c'est vraiment très bien fait. Sauf que, par contre, on sent que... j'étais très gênée par le discours du film. C'est un film donc, qui parle de féminicide. Et encore une fois, on se retrouve à avoir le point de vue du mec toxique. Alors, effectivement, tout est fait dans la mise en scène pour montrer que le mec est toxique. Adam Driver est habillé en vert, le vert de Léos Carax. Donc, en plus, ce sera intéressant d'en parler après parce que c'est un film qui est un petit peu un film témoignage. Il parle de ce qu'il a vécu et je pense que c'est une manière d'expier ses démons, ce film en tout cas. Il est entouré de fumée tout le temps, il est tout le temps filmé en contre-plongée, donc on comprend que c'est censé être un sale type et que la mise en scène fait tout pour nous dire que c'est un sale type. Sauf qu'en attendant, on n'est que de son point de vue. Et je trouve qu'en fait, le film a un petit peu un départ relativement malhonnête, dans le sens où, quand le film commence, on a l'impression qu'on va avoir à la fois le point de vue d'Adam Driver et le point de vue de Anne, donc de Marion Cotillard, et ce sera pas du tout le cas. À chaque fois, Anne sera totalement... rendue muette en fait. Elle ne vivra que par ces personnages qui sont en plus, il le dit dans le film, à chaque fois des personnages qui sont tués, qui sont un petit peu maltraités par des personnages masculins, parce que c'est un peu une tradition dans l'opéra. Et je me suis sentie gênée par ça et je me suis dit, est-ce que j'ai encore envie d'avoir une histoire de violence sur les femmes racontée encore du point de vue masculin comme ça et juste moi ça m'a un petit peu énervée à la fin. Ouais, moi du coup, on en avait parlé un petit peu sur Twitter, on avait invoqué un peu cette problématique de point de vue. Moi du coup, en fait, je te rejoins plutôt. Moi, j'aime plutôt le cinéma de Carax en général. J'avais beaucoup aimé Holy Motors. Là, même si c'est pas du tout la même chose, il crée quand même un univers lyrique, qui plus est la musicale. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé la BO. Je me suis vraiment laissée emporter dans cet univers vraiment étrange. Ce que tu évoquais par exemple, Annette, et c'est vrai que c'est hyper surprenant moi j'ai été super surprise en tout cas quand j'ai vu cette représentation-là. Je me suis demandé après, on se met à chercher en fait qu'est-ce qu'il veut dire par là, qu'est-ce que ça va venir faire après dans la narration, etc. Et ça donne lieu des fois à des scènes un peu grotesques, etc. Mais finalement petit à petit, moi je me suis bien prise d'empathie pour ce personnage-là. Donc, puis bon, moi, je suis comme toi, la mise en scène et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Mais j'ai le même problème que toi sur le fait que, je trouve que le discours du film, il est vraiment ambigu en fait, parce que effectivement, je pense qu'il est vraiment représenté comme l'emblème de l'artiste maudit qui détruit un peu tout autour de lui. Avec cette mise en scène où vraiment ils font un peu comme presque un vampire sur Marion Cotillard pour prendre son essence, mais juste son essence à elle pour nourrir son art.
d'ailleurs, il en parle après sur un sketch qui tourne un peu mal ensuite. Donc, je pense qu'il est très clair là-dessus. Et à la fois, c'est vrai que la séquence finale, elle est hyper agaçante. De voir le personnage d'Adam Driver qui a des états d'âme, qui s'excuse d'avoir fait du mal à sa fille tout en exploitant, enfin voilà. Et à la fois, j'ai trouvé aussi la scène magnifique parce que moi j'ai beaucoup aimé la performance de la gamine, parce que c'est quand même hyper touchy, c'est quand même des scènes qu'on voit jamais. Enfin moi j'ai pas souvenir d'avoir vu comme ça une enfant chanter et jouer comme ça face à Adam Driver, c'était quand même assez saisissant. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, t'es quand même hyper agacé par ce truc, mais on va vraiment finir le film sur ce point de vue masculin d'un mec voilà, qui a plus ou moins tué sa femme et puis surtout aussi une autre personne. Enfin voilà, donc et qui reste triste, quoi. Faudrait presque être là à s'apitoyer sur lui. En fait, c'est un peu ce qu'on nous demande à la fin quand il s'en va et qu'il envoie sa fille. Donc voilà, ça c'est vrai que le film est vraiment très ambigu. En fait, on sait pas forcément. Enfin voilà, je suis pas sûre de ce que Karim a vraiment voulu dire, mais donc voilà, oui, donc ouais, mitigé dans l'ensemble, mais bon, j'ai quand même passé un bon moment, quoi. Mais D'accord, ouais. Alors moi, enfin, les problèmes de point de vue, je les ai ressentis aussi, mais pour le coup, pour moi, c'était suffisamment ambigu pour que je le trouve pas dérangeant. Enfin, je trouvais qu'on était suffisamment dans la nuance, plus ou moins. Alors après, je suis complètement d'accord. Je me dis de dire que bon, en fait, franchement, l'essentiel du film, c'est de son point de vue à lui. On reste dans son point de vue à lui, qui est pas tellement remis en question, etc. Et qu'on a beau, voilà, on a beau nous dire que c'est quelqu'un de pas bien. Voilà, pour moi, c'était pas forcément suffisamment souligné. Je sais pas pour que je sois complètement à l'aise, mais bon, je trouve qu'on était quand même suffisamment dans la nuance et dans l'ambiguïté pour que le film comment dire, ne valide pas malgré tout le personnage d'Adam Driver. Sinon, moi, le film m'a vraiment, enfin, un peu déçu. Enfin, moi, pour le coup, j'ai vraiment pas aimé. Je fais partie des gens qui ont eu un rejet assez fort, et pourtant, je trouve que le film a d'immenses qualités. Mais en fait, déjà, je comprends pas son format de comédie musicale, enfin, d'opéra rock, parce que en fait, il y a aucun numéro de danse. Alors, ok, c'est voulu, ok, mais le problème, c'est que il y a pas de numéro de danse, mais les acteurs savent pas très bien chanter. Ils sont pas doublés, puis en plus, je crois qu'ils ont été enregistrés vraiment en direct au moment de faire les prises, ce qui est stupide. Enfin, je suppose qu'il y avait une idée derrière, mais déjà, ils chantent pas très bien, et en plus, ils sont pas enregistrés en studio, donc c'est quand même. Du coup, enfin, en fait, pendant 2h40, on entend non-stop des gens chanter, qui chantent pas très bien, qui chantent des mélodies qui sont pas très belles. Moi, pour le coup, la BO, tu vois, j'ai adoré la toute première chanson et j'ai adoré la dernière, mais entre-temps, je trouve que c'est vraiment, la musique, c'est ventre mou, quoi. Il n'y a pas de mélodie qui emporte, il n'y a pas de moments très jolis. Alors après, je suis pas du tout mélomane, j'ai pas forcément une très bonne oreille, donc peut-être que des gens qui connaissent mieux la musique auront trouvé effectivement la BO sublime et très bien travaillée, etc. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir des gens qui chantaient un peu sous leur douche, tu vois, des gens qui chantent pas très bien, puis qui improvisent des mots au fur et à mesure. Les dialogues, les paroles sont vraiment bof bof, quoi. Enfin, donc voilà, moi je trouve que ça supporte très mal son format de comédie musicale, à part au début, genre peut-être les 30 premières minutes, on va dire, et encore 20 premières minutes, où là, en fait, la mise en scène est tellement explosive, il y a tellement. Donc la première séquence est déjà géniale, et il y a énormément de propositions visuelles, mais il y a des idées de mise en scène tout le temps, que ce soit dans les cadrages, dans les mouvements de caméra, etc., qu'en fait, ça a un côté tellement rock'n'roll que ça fait écho pour le coup au fait que le film soit en musique, et du coup, là, ça marche vachement bien. Mais en fait, après ce début sur les chapeaux de roue, bah, le film, enfin la mise en scène devient paresseuse, devient beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de propositions de mise en scène, et du coup, bah là, je trouve qu'on s'emmerde, vraiment. Donc pour moi, il y a la toute première séquence qui est géniale, celle de la scène de chef d'orchestre dont on a beaucoup parlé sur les réseaux, et la toute dernière que je trouve sublime, la toute dernière séquence, très très belle. Mais entre-temps, waouh, je me suis vraiment emmerdée, et pour le coup, j'ai trouvé les choses vraiment assez ridicules, parce que le côté factice, très mise en scène, très théâtre, n'est pas assez assumé. Enfin, il est à moitié là, mais pas assez. Et le côté cinéma, genre réaliste, fluide non plus. Donc on est dans un entre-deux, où notamment la scène où il assassine l'un des personnages, je vais pas spoiler, mais un assassinat qui est un petit peu, qui est franchement mis en scène. Cette scène-là, je l'ai trouvée, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça marche pas du tout, quoi. On est ni dans le théâtre, ni dans le cinéma, ni dans la comédie musicale, je sais pas, mais en tout cas, j'étais mal à l'aise, quoi. Donc ouais, globalement, moi, Après, malheureusement. Ouais. Oui, enfin, je comprends. Après, c'est un peu le style des Oscarax de mélanger des choses qui ne vont pas forcément ensemble et de le faire tout le temps. Et ce côté bric-à-brac, c'est ce qui fait aussi le charme de son cinéma. Donc, si ça avait été trop parfait, ce serait pas un film de Léo Carax. Ouais, mais 2h40 de pas trop parfait, tu vois.
Bah, après, ça dépend. Moi, pour le coup, je me suis pas ennuyée et je me trouvais qu'il y avait des choses qui étaient très intéressantes dans les imperfections. Justement, il y a une des chansons que j'ai trouvées vraiment assez ridicule, mais ça a du sens. C'est celle, la chansonnette, la chanson d'amour entre les deux, We Love Each Other So Much. Ils répètent cette phrase à l'infini de manière totalement ridicule, avec rien d'autre derrière, et ça prouve à quel point, en fait, ils ne s'aiment pas. Enfin, justement, ce que je reprends un peu ton pitch, ils sont pas fous amoureux. Oui, c'est vrai, oui. C'est froid, c'est funeste, en fait. glacial. C'est vraiment... Exactement, c'est funeste. C'est Et c'est vraiment pour ça que funeste. ça fonctionne. Si ça avait été une vraie jolie chanson d'amour, bah juste, ça n'aurait pas eu le sens que le film est censé avoir. Non, mais je suis d'accord, non, mais complètement. Après, voilà, moi, ça n'a pas fonctionné sur moi, mais je te dis aussi peut-être que ça aurait mieux fonctionné si j'avais davantage aimé la mélodie et que ça avait été mieux chanté, etc. Je sais pas, mais je comprends complètement ce que tu dis. Après, voilà, sur moi, ça n'a pas fonctionné vraiment. Mais après, mieux chanter, je suis pas d'accord. Je trouvais que ça correspondait relativement. Enfin, moi, je veux pas voir des chanteurs qui jouent. C'est pas ça qui m'intéresse quand je veux voir ce genre de film, ce genre d'expérience. Donc, au contraire, je trouvais ça mieux que ce soit les acteurs qui chantent, et encore mieux s'ils l'ont fait sur le vif. Ça a quelque chose de plus organique qui Mais du coup, correspond encore une fois pourquoi les faire chanter? Et pourquoi pas? Bah parce que c'est moche. Franchement, à l'oreille, c'est vraiment pénible. Mais moi, quoi. j'ai pas trouvé ça moche, sauf quand c'était fait exprès pour que ce soit désagréable et un petit peu étonnant et atypique. Ouais, pour le coup, moi c'est pareil, j'ai pas trouvé ça moche, mais j'ai pas trouvé ça excellent, mais j'ai pas trouvé ça moche. Je trouvais que ça allait plutôt bien avec le film. Et puis, effectivement, les chansons, enfin voilà, en termes de paroles, on a déjà parlé, mais je trouve que par contre, j'ai réécouté la BO plusieurs fois, et en termes de mélodie, par contre, enfin, je trouve que globalement, c'est quand même assez, enfin moi en tout cas, je trouve ça assez fort quand même. Il y a quand même des choses qui te restent facilement en tête, et ouais, ça j'avoue que ça bien, je pense que ça m'a bien aidé à rester dans le film. Puis en fait, globalement, j'ai eu l'impression de voyager, quoi, un peu. Tu vois, même si, tu vois, j'ai pas, il y a des fois où je me suis un peu ennuyée, où il y a des scènes qui m'intéressaient moins, voilà, mais globalement, en fait, j'ai quand même eu l'impression de voyager. Et bon, du coup, je me dis, bon, si ça m'a fait cet effet-là, c'est que déjà, ça a quand même gagné au moins un visionnage en salle, quoi. Tu vois, ça valait le coup, quoi. Ouais, d'accord. Bah écoutez, du coup, pour Annette, ce que vous pourrez retenir, c'est qu'il y a des partis pris de mise en scène tout à fait radicaux et plein de propositions, ça c'est sûr. Voilà. Après, il y a des gens sur qui ça n'a pas fonctionné comme moi, pas toutes en tout cas, et des gens sur qui ça a bien fonctionné comme mes consoeurs. Donc voilà, mais c'est hyper intéressant du coup. On va passer au reste. Alors, j'ai un peu fait le programme en fonction de mon parcours au festival. Donc, la chose que j'ai faite, moi, le lendemain de la soirée d'ouverture, c'était la masterclass de Jodie Foster. Donc, moi, je l'ai vue en live, et Jessica l'a vue en replay. Donc, aussi, pour les gens que ça intéresserait, je vous la conseille vivement. Elle est sur le site du Festival de Cannes, la vidéo complète de la masterclass. C'était très intéressant. Donc, je propose qu'on passe vite fait dessus, mais qu'on en parle quand même un petit peu parce que voilà, Jodie Foster, c'est quelqu'un d'important dans le cinéma de genre aussi, donc c'était quand même cool. Jessica, toi, du coup, qui vient de voir le replay, t'en retires quoi? Bah déjà, le premier truc, je trouve, c'est que c'est hyper agréable de l'écouter. Elle a l'air hyper détendue. Enfin, elle avait l'air contente d'être là. Enfin, elle était, enfin, assez facile d'accès. Enfin, elle était vraiment. Non, elle était. Ouais, c'était assez intéressant à écouter. Et puis, moi, ce que j'aime bien chez elle, c'est que elle a un côté politique sans être politique. C'est-à-dire que plusieurs fois, c'est un peu revenu sur le tapis de voilà, est-ce que tel film qu'elle a réalisé, enfin, je crois qu'il parlait de Money Monster à ce moment-là, était politique ou pas, sachant que, enfin voilà, le film a une thématique sur comment le capitalisme, etc. Et elle disait que non, pas du tout. Elle, ce qui l'intéressait, c'était la dynamique en fait entre les trois hommes, etc. Machin. Et je trouvais ça intéressant en fait. Parce elle aborde jamais frontalement quelque chose de politique dans ses films ou même en tant qu'actrice. Mais à la fois, elle disait, ben en fait, moi ce que je veux, c'est d'abord raconter une histoire à travers un personnage ou, enfin voilà, ou la réalisation. Et donc du coup, si jamais il y a une thématique sociopolitique qui arrive derrière, très bien, mais c'est pas le premier truc. Donc j'aime bien en fait ce côté. Bon, j'y vais pas frontalement, mais à la fois, j'ai pas un désintérêt pour ça non plus, et voilà, si je peux l'intégrer de manière intelligente à travers une histoire ou un personnage, bah allons-y quoi. Et j'aime bien ouais, c'est une certaine simplicité d'approche que je trouve intéressante. Ouais.
Ouais, je l'ai trouvée très fine là-dessus. Enfin, je l'ai trouvée très fine tout du long en fait, parce qu'en plus elle parle très simplement et avec humour mais de choses et même quand elle reste en surface parce qu'il y a pas le temps et qu'on sent qu'elle veut pas saouler les gens en allant trop en profondeur dans des sujets très précis. Elle reste en surface des choses, mais on sent, enfin, elle le fait très intelligemment. On sent que derrière il y a une réflexion. Enfin, elle est très subtile comme femme, donc j'ai trouvé ça enfin, j'ai trouvé ça passionnant. Et notamment, il y a un sujet qu'elle a abordé, enfin, qu'en tout cas, le journaliste qui animait la conférence, qui est Didier Alouche. C'est Didier? J'espère que je me trompe pas. Je sais pas. Attends, je vais reprendre mes notes parce que je ne voudrais pas le. Oui, c'est ça, Didier Alouche, pardon. Donc, il lui pose la question sur, oui, est-ce qu'elle trouve que les questions de parité ont évolué entre son début de carrière et maintenant? Et là, elle n'est pas du tout manichéenne en mode non, les femmes, enfin la place des femmes dans le cinéma, c'est la merde et ça a toujours été la merde. Et elle dit pas non plus que c'est le paradis, pas du tout. En fait, elle dit, c'est intéressant, elle dit qu'elle a constaté l'évolution du nombre de techniciennes présentes sur les plateaux au fur et à mesure de sa carrière. Donc, quand elle a commencé petite, parce qu'elle a commencé genre à 3 ans, un truc comme ça, il y avait pas de femmes sur les plateaux, à part les comédiennes, les maquilleuses et les scripts, en gros. Mais il y avait pas les autres techniciennes n'étaient pas des femmes. Et elle dit qu'au fur et à mesure, elle a vu l'apparition des femmes techniciennes sur les plateaux, petit à petit. Et comment dire, et qu'en fait, au fur et à mesure où les femmes sont apparues, ça a changé l'atmosphère parce que les hommes qui étaient dans un optique de boys club un peu en mode tout le temps les blagues de cul et ceci, enfin, comme ça fait l'effet de groupe si vous voulez, mais comme ça peut faire aussi l'effet de groupe avec les femmes d'un autre côté, hein, mais c'est-à-dire que voilà, petit à petit, la mixité a fait que les gens ont fait plus attention à leur comportement, ça a mis de l'eau dans le vin de tout le monde et qu'au fur et à mesure, l'atmosphère sur les tournages est devenue plus agréable et pour les hommes y compris du coup, parce que ça macère moins dans l'unilatéralité, on va dire. Et du coup, ça, c'était intéressant. Par contre, elle dit que là où ça peine à évoluer, c'est la place des réalisatrices, en tout cas aux États-Unis. Elle souligne qu'en Europe, on a eu davantage de réalisatrices plus tôt, et qu'aux États-Unis, bah oui, ça commence à venir, on est d'accord, hein, mais que c'est le truc qui a eu le plus de mal à voir bouger. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que donc elle est assez critique, on en parlait en MP, mais vis-à-vis de sa mère, enfin, elle parle pas du tout mal de sa mère, mais elle dit voilà des mauvais conseils, on va dire, que sa mère lui a donné au cours de sa vie. Et donc notamment quand elle était petite, à 6 ans, je crois. Sur un plateau de série, il y avait un de ses co-acteurs qui était aussi metteur en scène. Enfin, quelqu'un lui a dit, tu sais, l'acteur qui fait ton père ou je sais pas qui, c'est aussi le type qui a réalisé tel film. Et elle s'est dit, ah bon, mais on peut être acteur et réalisateur, mais c'est fou, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et tout de suite, elle s'est dit, alors qu'elle avait genre 6 ans, hein, c'est terrible de se dire ça, mais tout de suite, elle s'est dit, mais je sais pas si les femmes peuvent être réalisatrices. Et donc, elle est allée voir sa mère en rentrant le soir à la maison, et elle lui dit, est-ce que les femmes peuvent être réalisatrices? Sa mère lui dit non. Elle lui dit, non, je crois pas, sauf si elles écrivent. Donc voilà, toujours l'idée que les femmes doivent en faire plus pour avoir droit à l'égalité, quoi. Et donc, à partir de là, elle s'est dit que voilà, il faudrait qu'elle écrive, etc. Et donc, maintenant, elle réalise ses films, mais compliqué, quoi, dans la tête de tout le monde à l'époque. Voilà, mais donc, bon, ça, c'est vraiment, c'est 1% de la masterclass, hein, mais vraiment, c'est hyper intéressant et c'est plein d'anecdotes drôles, horribles, etc. Ouais, horrible. Attention aux chiens, parce que là, moi, j'étais, en plus, ça démarre là-dessus, du coup, je me disais, mais qu'est-ce que, ok. Ah oui, c'est vraiment, ça place l'ambiance. Du coup, je vais raconter très rapidement, mais en fait, elle raconte que la première fois qu'elle est venue à Cannes, donc c'était une année où elle présentait 4 films, je crois, mais dont Taxi Driver, donc c'est vraiment là que sa carrière s'est envolée. Et en fait, en arrivant à l'aéroport, enfin en allant à l'aéroport aux États-Unis avec sa mère, sa sœur, je crois, et donc elle avait son petit chien en laisse, un petit chien qui s'appelait Napoléon, mais tout petit. Et donc elle descend les escaliers avec le chien, et le chien se casse la gueule et il meurt. Et elle dit qu'il y avait plein de sang partout, qu'elle a couru dans les toilettes pour pleurer, etc., que du coup elle voulait plus partir, mais genre horrible. Elle arrive son petit chien, en plus, quand t'as un petit chien, surtout quand t'es gamine comme ça, mais c'est toute ta vie, le chien se casse la gueule devant ses yeux, il meurt. Donc c'est horrible. Donc elle a raconté ça, on était genre, ah, vraiment bonne ambiance, génial. Et bref, du coup, c'est bourré d'anecdotes comme ça, enfin, des plus sympas, hein, ça c'est vraiment la pire. Donc du coup, n'hésitez pas. Et du coup, j'ai pu poser moi une question à la fin, parce qu'il y avait une partie, voilà, question avec le public. Donc j'ai cru que j'allais jamais y arriver, mais j'ai fini par réussir à poser ma question, donc sur le cinéma de genre, où je lui ai dit, voilà, comme vous avez joué dans Le Silence des agneaux, Flight Plan, je sais plus ce que j'ai cité encore, mais bref... Panic Room, je pense. Panic Room, oui, exactement. Ouais. Et quel est votre rapport avec le cinéma de genre et est-ce que vous souhaitez en réaliser? Donc voilà, question qui a fait souffler pas mal de gens dans la salle qui, je pense, n'en avaient rien à foutre, mais peu importe. Et de toute manière, la Palme d'Or m'a donné raison, donc voilà.
elle a dit que, en fait, en tant que réalisatrice, c'est pas quelque chose qu'elle se voyait réaliser, qu'elle aimait ça, plus ou moins, mais que c'était pas quelque chose qui était fait pour elle en tant que réalisatrice. Sauf, elle cite un film comme Get Out, où elle dit, voilà, ça, elle trouve ça génial, et elle dit que si c'est pour réaliser ce genre de film, oui, elle se verrait éventuellement en faire, mais que globalement, c'est quelque chose qui l'attire davantage en tant qu'actrice, parce que elle aime beaucoup jouer la peur. Elle trouve ça très intéressant. Donc, voilà. Je sais pas, tu veux ajouter quelque chose sur la masterclass, Jessica ? Non. Ok. Du coup, la suite, on va reprendre les films. Alors, ensuite, nous avons Benedetta. Gros morceau. Donc, Benedetta, c'est l'histoire vraie d'une nonne au XIIIe siècle. Je sais pas réalisé. Non, Je sais c'est pas. plutôt genre. Oh, je sais pas. Je sais pas. Vite, Google, vite, s'il te plaît. Wikipédia. Qu'est-ce que dit Wikipédia ? Donc, c'est l'adaptation déjà du livre Sœur Benedetta entre sainte et lesbienne, il s'appelle manifestement, de l'historienne Judith C. Brown. Et donc, non, XVIIe siècle, pardon, je suis vraiment nulle en histoire. Hein. Si vous ne le saviez pas déjà, voilà, je suis vraiment très très nulle en histoire. Donc, Benedetta Carlini est une nonne italienne, abbesse d'un couvent en Toscane. Considérée comme mystique et vénérée par son entourage religieux, elle est finalement arrêtée et jugée pour saphisme. Voilà. Allez-y les filles. Bon, bah, je vais y aller. Oui. Alors du coup, moi j'ai eu très très peur quand j'allais voir le film parce que j'avais commencé à avoir certains retours qui étaient pour le moins mauvais. Donc du coup, j'y allais pas de bon cœur, mais bon, j'étais quand même très curieuse de voir ce que ça allait donner. Et alors en fait, c'est un peu, enfin j'ai encore un peu de mal à dire vraiment ce que j'en pense parce que je trouve qu'il y a vraiment des bonnes choses et il y a vraiment des très mauvaises choses. Donc, mais bon, pour faire court, moi je trouve que du coup, ce qui sauve vraiment le film, je pense, c'est vraiment l'interprétation de Virginie Fira et Charlotte Rampling qui sont vraiment exceptionnelles. Mais c'est vrai que le film paraît beaucoup cheap sur certains aspects. Alors déjà, le décor en extérieur, je l'ai trouvé particulièrement laid et du coup, des fois, ça m'a un peu sorti du film. Ensuite, je sais pas combien de temps on peut en parler, mais alors la représentation lesbienne, les scènes de cul et tout ça, voilà, c'est problématique parce que du coup c'est vraiment un regard pour moi, c'est vraiment un regard de mâle blanc là-dessus. Et le truc c'est que il y avait déjà un peu ce regard-là dans Showgirls que par ailleurs moi j'aime beaucoup, même si je suis très sceptique sur cette représentation-là de la sexualité féminine. Mais du coup on retrouve un peu les mêmes problèmes ici dans Benedetta. Et du coup je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu d'évolution à ce niveau-là, quoi. Après, ce que j'ai trouvé hyper intéressant quand même, c'est que je trouve qu'il arrive super bien à garder cette espèce de doute sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle a vraiment vu, qu'est-ce qu'elle a vraiment vécu, qu'est-ce qu'elle pense vraiment. Je trouve que voilà, il y a vraiment on sait jamais, enfin vraiment jusqu'à la fin du film, moi je trouve qu'il y a vraiment ce doute-là qu'il arrive toujours à contrebalancer, où on se dit bon alors non en fait elle est vraiment possédée ou pas. Est-ce que bon, j'ai pas parlé j'ai pas trop spoilé, mais voilà, je trouve que ça c'est vraiment très très bien réussi parce que j'étais vraiment dubitatif quand je suis sortie du film, quoi. Donc ça c'est vraiment cet aspect-là, ce truc qui m'a bien maintenu tout le film, où j'étais voilà, j'étais toujours intéressée, plus les interprétations qui ont vraiment sauvé le film. Mais c'est vrai que il y a vraiment des scènes, enfin voilà, faut outrepasser des scènes qui sont quand même vraiment grotesques, quoi. Après, moi je suis pas du tout une experte Mais justement, voilà. du sous-genre de non-exploitation. Là, je suis pas du tout, enfin voilà, je suis pas du tout une connaisseuse, donc a priori c'est logique et ça va dans la logique du film, donc tant mieux s'il a réussi de ce côté-là. Mais moi j'avoue que là, comme ça, voilà, il y a vraiment, enfin moi ça m'a pas du tout, enfin ça m'a sorti du film à ces moments-là, quoi. Ok. Bah vas-y Léo, du coup. Oui, non, mais justement, plus que. Alors, apparemment, alors je suis pas du tout aussi familière du genre de la non-exploitation, j'en ai vu quelques-uns, c'est pas non plus mon kiff, mais je pense que plus qu'un film de non-exploitation, faut le rapprocher aux autres films de Verhoeven, en fait, tout simplement. Il a cette espèce. Moi, j'ai plutôt bien aimé.
mais en même temps, j'aime en général assez tout ce qui est un petit peu humour sale gosse et un peu provocation facile, on va dire, entre guillemets. Même s'il est franchement pas aussi sulfureux que ce que beaucoup de gens semblent dire et qu'il est relativement soft. On est plus sur quelque chose exactement de grotesque et de cartoonesque et de bizarre que réellement sur quelque chose de choquant, je trouve. Après, c'est mon opinion. Il reprend un petit peu toutes les thématiques qu'il a déjà pu traiter dans ses autres films, cette espèce de rapport au fantasme et au kitsch, à l'inconscient. Comment dire, c'est un petit peu l'homosexualité qui a quand même été assez présente dans sa filmographie. Il a une manière de représenter, du coup, Benedetta s'imagine parler à Jésus, et Jésus est représenté comme une espèce d'icône kitsch, totalement ridicule, mais du coup, moi j'ai trouvé ça très drôle. Et comment dire, par contre, si on peut croire en la foi de Benedetta et un petit peu dans son envie quand même de croire à Dieu, il y a quelque chose, il respecte cette idée quand même de croyance, notamment aussi par les personnages de Charlotte Rampling, qui n'est pas du tout ridicule et qu'on a quand même relativement envie d'apprécier, et qui semble assez sincère dans sa croyance, même si, du coup, à côté de ça, il tape, par contre, joyeusement sur le clergé, sur le côté totalement... business. Enfin, ouais, business, exactement, merci, du clergé, et hyper patriarcal, avec comment il s'appelle, cet acteur Lambert Wilson. Merci, Lambert Wilson, qui est juste un bouffon total et qui est montré comme tel. Et du coup, si on rentre dans le film, on peut prendre plaisir à le voir se faire, mais démonter à la fin. C'est juste génial. Donc, je comprends que ce soit pas un cinéma pour tout le monde, mais enfin voilà, c'est du Verhoeven. Il est sur ce qu'il sait faire. J'ai trouvé les actrices quand même très bonnes. Vous avez déjà cité Rampling et Fira, mais comment elle s'appelle, Daphne Patakia, je crois. Ouais, c'est ça. Que j'ai trouvé aussi très bien. Elle a un regard assez assez fort et assez prenant, et je trouve ça très bien. Alors, je comprends aussi que les scènes de sexe peuvent être un petit peu bizarres à regarder, mais je pense qu'il faut plus les regarder dans l'espèce de ce qu'il a déjà fait dans son cinéma et de côté grotesque de la sexualité, que réellement comme une manière de filmer. Enfin, c'est pas kéchiche, quoi. Ouais. On t'entend plus là, Léo, je crois. Ah bon, on m'entend plus? Ah si, c'est bon. Ok, non, c'est juste peut-être t'avais arrêté de parler, je sais pas. Non. Voilà. Non, okay, non, c'est bon. Mais alors du coup, non, mais c'est intéressant parce que du coup, je suis vraiment la chieuse, mais en fait, moi, c'est pareil, j'ai vraiment pas beaucoup aimé du tout. Mais c'est intéressant parce qu'en même temps, je suis d'accord plus ou moins avec ce que vous dites. Oui, je suis même carrément d'accord avec ce que vous dites. Et je vois que le film a pas mal de défenseurs dans le chat, donc c'est intéressant. Mais en fait, moi, Verhoeven, plus ça va, plus je crois qu'il faut que j'admette. Alors après, j'ai vu très peu de ses films. Il faut que j'en voie davantage. Par exemple, j'ai pas vu Showgirls. Je sais que beaucoup de gens en parlent ces derniers temps. Et en plus, je crois qu'il a une rétrospective à la Cinémathèque, donc ce serait peut-être l'occasion que je m'y mette. Mais c'est un réalisateur, je pense, j'en parle pas la langue. À mon avis, son langage, il me parle pas. Juste, j'ai besoin que des gens comme vous venez de le faire, ou comme d'autres personnes quand ils en parlent, me le traduisent en fait, parce que pour moi, je n'ai vu que l'aspect ridicule. En fait, j'adore les thèmes que le film aborde, mais en fait, je trouve qu'il le fait mal. C'est-à-dire que par exemple, les scènes de Jésus en icône kitsch, en fait, sur le moment, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est marrant parce que comme elle, c'est une nana qui, du coup, a toujours été nonne et n'a jamais connu de petite amourette d'adolescente, papillon, petit cœur, machin, et du coup, là, ces visions de Jésus, elle les voit comme ça. C'est comme un fantasme d'adolescente cucu, quoi. Et je me suis dit, dans l'idée, c'est intéressant, mais je trouve que c'est pas assez mis en scène comme ça. Du coup, je trouve qu'on est dans un entre-deux où moi, vraiment, je me posais la question de genre, c'est volontairement ridicule ou pas? Je me dis, en même temps, ça peut pas ne pas être volontaire, c'est pas possible. Et en même temps, c'était pas assez franchement assumé pour que j'en sois sûre. Et en fait, tout le film m'a un peu fait cet effet. C'était curieux. Alors, c'est vrai que j'ai adoré aussi l'ambiguïté, le fait que jusqu'à la fin, on sait pas exactement ce qu'il en est, où est la vérité, où est le mensonge, où est la mise en scène. Ça, j'ai trouvé ça très habile. Mais Virginie Efira, je trouve que d'habitude, je la trouve excellente actrice, par exemple.
Je l'avais vu il y a pas très très longtemps dans un film que j'ai vu tardivement, Adieu les cons, où je l'avais trouvé génial. Et là, je me suis dit, mais vraiment, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'on lui donne, mais il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Enfin, pas grand chose à faire pour pas être ridicule finalement. Alors, juste, voilà, Charlotte Rampling, je trouve elle est en acier trempé à chaque fois, elle est ouf tout le temps dans tout ce qu'elle fait. Elle a la classe internationale, mais voilà, Virginie Efira, moi, je veux dire, si je ne savais pas par ailleurs que c'était une bonne actrice, là, je me dirais, bon. C'est un peu chaud, quoi. Enfin, je sais pas, ça n'a pas fonctionné sur moi. Alors oui, j'ai trouvé ça jouissif, effectivement, le démontage de Lambert Wilson à la fin, mais j'ai trouvé la mise en scène pauvre. Enfin, alors là, peut-être on va me sauter sur le poil, hein. Encore une fois, je dis, voilà, Verhoeven, je pense que sa mise en scène, juste, je la vois pas, elle me parle pas, donc ça arrive. Mais là, voilà, la mise en scène, je lui ai trouvé rien de spécialement intéressant, esthétiquement parlant non plus, au niveau des acteurs, à part Charlotte Rampling, non plus. Donc ouais, pour moi, chaud, quoi. Encore une fois, voilà, la question de la réhabilitation, je finis, excuse-moi, je dis juste ça, la question de la réhabilitation du corps, enfin l'aspect sacré du corps dans la foi, etc., qui prend place à une époque où, au contraire, le corps c'est hyper sale dans la religion, etc. Je trouve ça passionnant, mais là, la manière dont c'est fait, non, sur moi, ça fonctionne pas du tout. Donc peut-être qu'il faut que je vois plus de Verhoeven pour réussir à aimer ces films, mais est-ce que c'est pas aussi un problème en soi? Voilà. Après, si t'aimes pas, enfin, il n'y a pas de... Oui, voilà. C'est quand même très particulier. Enfin, comme tu dis, il faut comprendre le langage et adhérer. Donc, à partir de là... Ouais, mais tu vois, à la fois, je trouve que... Enfin, je reviens sur Showgirls, mais dans Showgirls, t'as aussi quelque chose de très outrancier, voilà, de très kitsch, de très... Voilà. Et pour autant, je trouve que vraiment dans Showgirls, ça fonctionne, quoi. Même si j'adhère pas à tout dans le film, je trouve qu'il y a vraiment je trouve que là, tous les symboles qu'il utilise, toutes les paillettes, tous les corps et tout ça, je trouve que les corps sont vraiment... J'ai pas trop aimé Showgirls, mais... Ah bah moi j'ai bien aimé, mais je trouve que là les corps il y a une façon d'utiliser les corps, enfin j'ai pas trop parlé de Showgirls, mais dans quelque chose de vraiment militaire, enfin c'est vraiment différent. Là je trouve que le kitsch, moi là pour le coup le kitsch pour moi a pas du tout fonctionné, mais du coup c'est peut-être aussi tout simplement le contexte du film qui fait que pour moi ça, tu vois, ça matche pas, alors que voilà, comme dit Éléonore, peut-être que c'est tout simplement que voilà, faut adhérer, tu vois, au style qu'il a voulu utiliser. Mais là, je trouve que là, pour moi, ça fonctionne pas, alors que je suis pas contre le grotesque et tout ça pour Verhoeven, quoi. Mais là, ça a moins. Mais après, je me dis, voilà, comme je suis pas arrêtée sur le film, je me dis, ça se trouve, je le reverrai dans quelques semaines ou dans quelques années, peut-être que j'aurai un regard Oui, surtout que différent. là c'est peut-être aussi que c'est le grotesque dans la religion, quelque chose qu'on n'a pas forcément tant l'habitude de voir, alors que le grotesque dans les paillettes à Las Vegas, bon bah oui, ok, super, merci. C'est déjà de base grotesque, sans même analyser plus que ça, quoi. Non, mais c'est vrai, mais ouais, du coup, moi, très frustrée parce que plein de choses que j'avais envie de voir traitées, et je pense que c'est passé pas si loin de me plaire finalement, mais le traitement, j'y arrive pas du tout, quoi. Mais je suis hyper curieuse de voir Showgirls, franchement, je pense il est vraiment en priorité sur ma watchlist, parce qu'en plus, je crois qu'il y a mon mari, Kyle MacLachlan, dedans, et du coup, voilà, les gens le mettent beaucoup en comparaison avec Benedetta, et je me dis, ça se trouve, quand je verrai Showgirls, tout va se débloquer, et je vais me mettre à adorer Benedetta, même si pour l'instant, ça me semble impossible. Moi, je te dirais plutôt de regarder La chair et le sang. Et là, récemment, j'ai vu justement la Cinémathèque, Le quatrième homme. Au niveau des thématiques, je trouve qu'on s'y retrouve plus que Showgirls. D'accord, ok. Ouais, La chair et le sang, tu vois, je suis tombée sur des extraits, enfin, je l'ai vu de manière morcelée à la télé quand j'étais jeune, mais peut-être un peu trop jeune. Donc, c'est un film que j'ai plutôt fui par la suite, mais du coup, voilà, il faudrait que je le redécouvre maintenant. Ouais, fort bien. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter encore des choses sur Benedetta ? Non, c'est bon. C'est mis à part juste la réplique. Jésus ne m'a rien dit à votre sujet que j'ai trouvé génial. Voilà, on ne peut pas ne pas terminer par ça. Voilà. C'est vrai que c'était très drôle. Là, pour le coup, j'avoue, tu vois, dans ces moments-là, Virginie Efira, elle est top sur cette réplique. Enfin, là, ce petit moment-là, il est parfait, j'avoue. C'est vrai. Maintenant, je vais prendre rapidement la parole sur les deux autres films de genre que j'ai vus au festival, et du coup que Léo et Jessica n'ont pas pu voir. Donc Médusa, qui était diffusée dans la catégorie, à la quinzaine des réalisateurs. Donc c'est un film en fait sur lequel moi j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc le pitch, donc c'est un film brésilien de Anita Rocha da Silveira, donc une réalisatrice. C'est son deuxième film, et ça raconte l'histoire d'une bande de jeunes filles
très jeunes filles, genre entre 16 et 18 ans, je dirais à peu près, qui ont grandi dans des valeurs, qui ont été élevées dans des valeurs catho-tradies, et qui sortent en gang le soir, masquées, pour aller casser la gueule des filles qui n'auraient pas les mêmes valeurs qu'elles. Donc c'est déjà un pitch d'enfer, je trouve. Et, et le film, mais alors moi j'ai eu un coup de cœur immense. Alors bizarrement, je vais commencer avec ses défauts parce que je lui en trouve pas beaucoup, même s'ils sont un petit peu gros. C'est-à-dire que c'est curieux, c'est des défauts de premier film en fait, même si c'est son deuxième. C'est-à-dire qu'il est un peu trop long. Moi je pense qu'on peut facilement enlever 20 minutes, je pense 20 bonnes minutes. Et surtout à la fin, il y a beaucoup de fins qui s'enchaînent en fait. Il y a plusieurs moments finaux, enfin plusieurs finales on va dire, qui arrivent, qui sont pris séparément très bons, mais qui du coup se répètent. Et en fait, comme le film est déjà assez long, première fois qu'on croit que c'est terminé, on se dit ah c'est très bien bouclé, ça se termine bien, belle scène, ça y est c'est fini. Et non, on t'en rajoute. Et en fait ça fait ça, mais vraiment 3-4 fois de suite quoi. Donc sur la fin c'est un petit peu lourd. Mais j'ai quand même adoré le film. J'ai adoré son esthétique. En fait, je peux pas être objectif parce que pour moi c'est exactement le genre de film que j'ai envie de voir, mais le genre de cinéma que j'ai envie de faire, c'est-à-dire une manière de reprendre des thèmes mythologiques, mais revus à la sauce couleur pop, un peu néon, enfin carrément néon même d'ailleurs, et surtout la thématique du corps abordée à travers le motif des blessures et des cicatrices. C'est des choses que je trouve fascinantes, que j'adore. Et d'ailleurs, je l'ai vu avec une amie de mon école de cinéma, on était ensemble dans la salle, et en sortant, elle m'a dit « mais on dirait ton film de fin d'études ». Enfin, alors, toute proportion gardée, évidemment, bien sûr. Je veux dire, jamais j'oserais me comparer à ce film-là, mais je veux dire, dans la volonté du traitement et des thématiques abordées, c'est vrai que c'est 100%. Moi, j'aurais adoré faire ce film-là. Donc, j'ai très, très hâte de voir ce que Anita Rocha da Silveira va sortir par la suite. Je vous en dis pas plus parce que le film va sortir en 2002 en salle, donc s'il vous plaît, même si je vous en dis du bien, n'allez pas le télécharger. Il aura une sortie salle, il faut absolument le voir sur grand écran. Donc j'ai très très hâte qu'il sorte, et j'espère vraiment pouvoir à ce moment-là vous proposer une interview de la réalisatrice. Ce serait génial. Donc voilà, donc ça s'appelle Medusa de Anita Rocha da Silveira, c'est brésilien, et j'ai très hâte de pouvoir en parler au moment de sa sortie salle. Et ça sort quand, du coup ? Je crois que c'est 2022. J'ai pas davantage d'infos pour l'instant. 2022, et je suis à peu près sûre que je ferai une vidéo sur le personnage principal parce qu'il y a tellement de choses à dire en mise en scène, c'est magnifique. Voilà pour Medusa. Et je vais aussi rapidement vous parler de Lemb. Alors c'est pareil, je vais pas m'éterniser dessus parce qu'il aura une sortie salle aussi. Lemb, je vais vérifier, mais je crois que c'est septembre ou octobre là, 2021. Lemb, c'est un film islandais. A24, non Oui, voilà, exactement. Voilà. De Valdimar Johansson. J'espère que je ne me trompe pas sur la nationalité. Oui, c'est ça, islandais. Donc c'est un film avec Noomi Rapace. Excusez-moi, j'essaie de trouver la date de sortie. Je crois que c'est... Oui, octobre 2021, donc c'est pour bientôt. Et donc là, c'est l'histoire d'un couple qui a une ferme, un élevage de moutons en Islande, vraiment au fin fond de la lande islandaise. Ils sont complètement isolés, il n'y a que la lande et la montagne autour d'eux. Et un jour, l'une de leurs brebis accueille un bébé un petit peu particulier. Sans vous en dire plus, ils décident d'élever ce bébé. Et c'est un film qui est très contemplatif, on va dire, plus ou moins, mais en fait, qui est vraiment une sorte de fable filmée, de conte, qui est assez dérangeant, enfin, comment dire, qui est surprenant, on va dire, mais en fait, vraiment comme les contes qu'on nous racontait quand on était petit, et vraiment, on se dit, ah, quand même, c'est chelou cette histoire de, je sais pas, de parents qui abandonnent leur fils dans la forêt et puis ils se font manger par des ogres et ce genre de choses. Vous voyez un peu ce genre de malaise, que vous voyez bien que ça parle de choses de la vraie vie, et en même temps, c'est très étrange, et on se dit, mais pourquoi on raconte ça à des enfants ? Et en fait, là, c'est un peu le sentiment qu'on a pendant tout le film, mais en même temps, il est merveilleux, hein, la photographie est sublime, et Noomi Rapace, elle est extra, enfin vraiment, elle brûle la pellicule là-dedans. Et le film m'a vraiment hypnotisée, fascinée, et pour l'instant, en fait, je sais que je l'ai adoré, mais je suis vraiment encore dans le questionnement, et j'ai toujours, même si ça fait un moment maintenant que je l'ai vu, j'ai toujours besoin qu'il mûrisse dans ma tête, et surtout, j'ai besoin de le revoir, j'ai très très hâte de le revoir sur grand écran. Donc voilà, hâte qu'il sorte. Et en plus, voilà, moi j'ai réussi à m'incruster à une petite soirée privée du film après, donc j'ai eu la chance de prendre ma petite photo avec Noomi Rapace. T'as fini à la piscine ?
Ouais, c'est Ouais, ça. voilà, où il y avait une petite piscine, enfin magnifique dans cette ville-là, où moi j'en revenais pas de faire une petite soirée canoise, enfin petite, pas que petite d'ailleurs, mais soirée canoise privée, j'en revenais pas d'être là, et il y avait une piscine, trop belle piscine, et du coup je n'avais pas pris de maillot, et du coup bah, j'ai plongé en robe de soirée plutôt que de pas plonger du tout. Je suis rentrée chez moi frigorifiée, mais bref. Et c'était un grand moment, voilà, dans une fête où il y avait une rapaces, enfin bref. Donc, non, c'est un film sur lequel je suis vraiment très enthousiaste aussi. Et j'ai très très hâte qu'il sorte. Encore une fois, je vais pas m'étendre davantage dessus, je vais pas vous en parler davantage parce que je le ferai au moment où il sortira. Mais voilà, ça c'est vraiment mes deux gros coups de cœur du festival, encore plus que Titan dont on va parler après, c'est vraiment Medusa et Lemb. Donc voilà, hâte que vous les voyez aussi. Et donc maintenant, nous allons aborder Titan. Donc Titan, le pitch, et ensuite je vous laisse la parole. C'est alors le pitch de Titan, exercice difficile. Donc c'est l'histoire d'une gogo danseuse qui fait ses spectacles sur des voitures et qui a une attirance complètement sexuelle d'ailleurs pour les voitures, qui se met à assassiner des gens et qui croise à un moment donné la route d'un homme dont le fils a disparu depuis 10 ans, 10, 15 ans même je crois, un truc comme ça, et qui en fait va voir en cette femme en fugitive, en fait il pense y trouver son fils qui a disparu depuis longtemps. Et du coup, voilà, après, ça va être la relation très très étrange entre ces deux personnages. Voilà. Alors, qu'en avez-vous pensé? Je dis, Jessica, tu commences vu l'amour que tu portes à... Bah non, vas-y. Je sais pas, enfin, du coup, je suis un peu relou ce soir parce qu'à chaque fois, j'arrive pas à dire, je sais pas trop par quoi commencer, hein. Mais pour Juliette Ducournau, c'est encore pire parce que c'est vrai que c'est une cinéaste qui me touche énormément, donc c'est toujours très compliqué pour moi de parler de ses films. Mais ce que je peux commencer par dire, c'est que quand je suis allée le voir le jour de sa sortie, du coup, je suis sortie mais complètement lessivée du film. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça hyper pesant. Je suis sortie très très mal du film. Et j'ai mis du temps en fait à un petit peu parler du film parce que vraiment je savais pas du tout quoi en penser. Donc que dire, alors après, je vais revenir du coup, quand je dis je suis lessivée, c'est pas du tout par rapport à la violence, même si je trouve que le film est vraiment beaucoup plus violent que grave. Enfin, en tout cas, pour moi, il a été beaucoup plus violent que grave, mais graphiquement, il y a pas, enfin voilà, c'est pas, ça déborde pas de sang ou quoi, mais c'est vrai que il y a vraiment une atmosphère pesante et il y a beaucoup moins, je trouve, de respiration que dans grave. Où là, il y avait quand même un peu de, enfin voilà, on rigolait un peu quand même. Il y avait quand même pas mal plus de comédie. Là, beaucoup moins. Donc c'est vraiment assez dur à encaisser. Mais en tout cas, le premier truc que je dirais, c'est que c'est vrai que le film, plus le film avance et moins on sait où on va. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je comprenais pas du tout où le film allait. Enfin voilà, je savais pas du tout vers quoi elle voulait aller. Et ça a été quand même un plaisir un peu de se perdre. De se perdre dans ces personnages, dans cette ambiance et tout ça, et de se faire surprendre jusqu'au bout. Donc après, c'est compliqué d'en parler parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Enfin, c'est vraiment un film complexe. Mais ouais, je sais pas comment. Vas-y Léo, parce que je sais pas, je saurais pas trop. Tu ne sais pas, Je je sais vois pas. ça. Et non, je sais pas. Puis en plus, du coup, comme faut pas trop spoiler, c'est compliqué. Je sais pas trop ce que je peux dire ou pas. Attends, Donc, on a spoilé grave Annette en mode rien à battre. Je pense que tu peux spoiler, hein. Non, parce que pour vous dire, on avait un petit peu discuté du est-ce qu'on spoil pas, comment on fait. On s'était dit, bon, le seul qui est un petit peu chaud, c'est quand même Annette, parce que quand même, il y a un événement un peu important et Judith, rien à battre. Ça n'arrive pas très tard dans le film. Non, mais voilà, on considère les films sont sortis. Il faut bien qu'on vous en parle un petit peu. Ils sont sortis depuis un moment. Voilà. Mais bon, Jessica prévient, elle va spoiler. Voilà, vous êtes prévenus. Allons-y. Alors, du coup, ouais, ce qu'il faut noter aussi, c'est que vraiment Agathe Roussel et Vincent Lindon sont vraiment oufissimes dans le film. Enfin, clairement, je pense que même si on n'adhère pas au film, je pense que tout le monde est unanime là-dessus. Donc, non, il y a vraiment une performance vraiment incroyable. Mais moi, du coup, ce qui est vraiment passionnant dans le film, c'est qu'on part vraiment d'un personnage vraiment antipathique, hein. Qui est vraiment, voilà, qui est vraiment morbide, qui est vraiment du côté de la mort et tout ça. Et du coup, c'est hyper compliqué au départ de s'identifier à ce personnage-là.
Et après, on évolue sur quelque chose qui va vers de l'amour, parce qu'en fait, l'idée, c'est de raconter de l'amour, quelle que soit la forme qu'elle prend. Et du coup, c'est vrai que je trouve que ce virage-là est quand même hyper bien réussi, parce que, enfin, c'est vrai qu'on se prend vraiment d'affection quand même pour au final, pour cette femme qui tente de survivre d'une façon compliquée, et qui évolue ici dans un univers masculin très compliqué. Et c'est vrai que en fait, je trouve que Julia Ducournau arrive bien à faire ça aussi, en passant par en mélangeant en fait les genres, je sais pas si on peut dire les genres, mais en tout cas en essayant de fluidifier un petit peu tout ça. Et ça passe par une photo voilà, qui est plutôt douce, attribuée en fait à l'univers masculin, et quelque chose de plus froid donc à Alexia, qui est en fait Adrien, enfin qui devient Adrien, parce que du coup pour survivre et échapper aux policiers, du coup elle se prend pour le fils de Vincent Lindon. Donc ça je trouve que c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment bien retranscrit, et ça m'a vraiment touchée, jusqu'à la scène finale où j'ai suffoqué, parce que vraiment j'ai j'ai trouvé ça saisissant. Et puis c'est vraiment le climax, où en fait les deux arrêtent de se raconter un mensonge, parce que chacun sait que Alexia n'est de toute façon pas Adrien. Enfin, ça, pour moi, c'est clair dès que Vincent Lindon récupère Alexia. Et donc ça, c'est vraiment le climax, où il y a vraiment cette rencontre entre les deux, où l'amour à ce moment-là se croise, et c'est vraiment très très fort. Et par ailleurs, juste en termes de représentation, ce qui était assez drôle, c'est que je me suis toujours demandé si Julia Ducournau allait faire un film sur la grossesse, parce qu'en termes de body horror, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, il y a eu déjà beaucoup de choses de faites, mais clairement, passionnée par le body horror, c'est un thème qui devrait la passionner. Et donc, du coup, quand il y a eu cette histoire de grossesse qui est arrivée, je me suis dit, bah tiens, c'est marrant. Et je trouve que, même si je n'ai jamais été enceinte d'une Cadillac, a priori, je trouve que quand même, Tu le saurais, je je trouve, pense. ouais, c'est ça. Je trouve que quand même, je trouve le travail sur le corps de la femme enceinte, sur la texture, est vraiment hyper bien représenté. Et notamment quand, enfin, il y a pas mal de scènes où elle se gratte, enfin voilà, elle est voilà, elle est gênée. Enfin, on sent que, puis en plus c'est une grossesse qu'elle désire pas, donc du coup il y a vraiment cette histoire de rejet qui se mêle à ça. Et c'est vraiment des sensations physiques qu'on peut avoir pendant une grossesse, où tu as la peau qui craque avec les vergetures, qui est représentée aussi par ce titane qui est en dessous en fait. Enfin voilà, il y a vraiment ça, je trouve, qui est vraiment que j'ai trouvé même vraiment chouette, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon après une fois que je suis lancée, je peux Tu ne parler t'arrêtes pendant un... plus. Voilà. Mais c'est beau. Enfin, on est toutes, je crois qu'on est toutes fans de Julia Ducournau, et moi je suis très fan de Grave, mais c'est vrai que l'amour de Jessica pour Julia, c'est toujours beau quand elle l'exprime. Léo? Et ben, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors, moi, à l'inverse de vous deux, j'étais un peu déçue par Grave, que je trouvais un peu trop classique. Et donc, j'allais voir Titane un petit peu avec la boule en ventre, en me disant, est-ce que je vais finir par aimer vraiment un film de Julia Ducournau? Et ce fut le cas. J'ai trouvé vraiment Titane absolument explosif. Je ne sais pas comment on peut dire autrement. Qu'est-ce que j'ai aimé? Alors déjà, je vais un petit peu revenir sur les critiques qui lui sont faites, et un peu pourquoi je ne suis pas forcément d'accord. Beaucoup de critiques disent que c'est un film qu'en fait en deux parties, qu'il y a deux films en un. Ça, je suis relativement pas d'accord. Je trouve qu'effectivement, il y a quand même deux parties distinctes, mais que très clairement, c'est des thématiques qui se répondent. Quand on prend déjà la première scène, on va dire la scène d'ouverture, où on voit ce qui lui arrive quand elle est petite fille, on voit qu'il y a déjà une tension avec le père. Donc, comme Julia Ducournau a pas arrêté de le dire en interview, on ne sait pas bien si c'est à cause du père qu'elle est comme ça, ou si son père est comme ça parce qu'elle est de base
dérangé, on va dire. Et c'est pas le problème, mais on voit déjà qu'il y a un souci avec le père de base, et c'est pour ça que du coup l'arrivée de Vincent Lindon est pas du tout déconnante, et qu'au contraire ça répond à cette première installation. Ensuite, il y a tout un travail de fait sur le genre et l'hyper-genré, que ce soit donc le plan séquence dans le salon de voiture qui est absolument magistral, où on voit ces corps féminins hyper sexualisés et qui sont dans une hyper-féminité qui répond exactement à la scène de danse dans la caserne où il y a quelque chose de bien plus masculin, et du coup, c'est clairement un film en miroir, on va dire. Donc, alors effectivement, il y a toute une partie slasher un peu plus comique à un moment, c'est qu'une scène et qui paraît un petit peu décalée par rapport, je sais pas, par exemple au reste, qui fait un petit peu plus chronique familiale, mais toutes les thématiques sont déjà là. Alors, comment dire, j'ai trouvé justement que cette façon de construire la narration était bien plus intéressante que dans Grave, qui est beaucoup trop classique à mon sens. Enfin, moi, j'ai vraiment très très classique. Alors que là, j'ai réussi à être vraiment intéressée et à me dire qu'est-ce qui va se passer ensuite, et à être un petit peu, à avoir vraiment avoir un geste de cinéma vraiment très fort. Jessica, tu l'as déjà dit, Agathe Roussel est parfaite. On sent que Julia Ducournau a un peu trouvé un espèce d'alter ego. Bien plus qu'avec Garance Marillier, que je trouve un peu fade, désolée. Elle est vraiment exceptionnelle, et je trouve ça fou qu'elle n'ait jamais joué avant. Enfin, elle a un truc totalement magnétique, cette fille. Que dire de plus qui n'a pas déjà été dit. J'étais bien plus mal à l'aise, j'étais vraiment mal à l'aise face aux scènes de body horror qui sont, je trouve, beaucoup plus, j'espère, organiques, et qui ont un truc qui m'ont mis vraiment mal à l'aise, alors que pourtant je suis relativement pas, en général, assez peu gênée. Donc c'était vraiment très bien de sa part. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, c'est assez fou, et puis le travail sur la couleur et sur la photo est juste dinguissime, et la bande son est super, hein. Rien que le fait d'entendre les zombies dans la bande-annonce, moi j'étais hypée, donc et voilà. Les kills, quand même, à plein. Oui, et les kills, évidemment, oui, évidemment. Ouais. Donc, vas-y, Judith. Et du coup, moi, c'est un film que j'ai trouvé. En fait, j'ai du mal à dire, genre, je l'ai adoré, parce que je voudrais pas qu'on confonde ça avec le j'ai adoré Grave. C'est-à-dire que Grave, alors je le trouve très fort, très puissant, très bien fait. Enfin, je le trouve très bon, mais je vais développer. En fait, Grave, c'est un film que j'ai adoré. Pour plein de raisons formelles, certes, mais aussi parce que, mais comme beaucoup de gens, je me suis beaucoup identifiée. Moi, pour le coup, Garance Marillier, elle a qu'à être à l'écran pour que je m'identifie. Enfin, je veux dire, moi, je l'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, même dans le court-métrage Junior de Julia Ducournau. Et Grave, ouais, voilà, je m'étais beaucoup identifiée. Alors peut-être aussi parce que effectivement, comme tu dis, il est plus classique et que du coup, il est plus facile d'accès et que du coup, tout simplement, ça a plus facilement fonctionné sur moi, hein. C'est peut-être tout simplement ça. Mais du coup, voilà, moi, Grave, j'avais un rapport assez intime au film. Et du coup, Titane, je l'aime de manière beaucoup plus distante et formelle. Donc, c'est-à-dire que c'est un film que j'admire, mais c'est un film dont je me sens pas très proche. Tu vois, je suis restée un petit peu extérieure, mais aussi, vous l'avez dit, hein, parce que c'est pas facile de s'identifier au personnage, parce qu'elle est antipathique dès le début, et que même si on est une personne antipathique, c'est pas forcément facile de s'identifier à quelqu'un d'antipathique. Et du Moi, coup, je rajouterai un truc dessus, fini, mais je rajouterai un truc dessus. Oui, non, vas-y. Un peu en décalage, parce que moi, pour le coup, je me suis plus reconnue dans le personnage mais toute mesure gardée, évidemment, je ne tue pas des gens pour mon plaisir, mais le côté froid et sa manière d'avancer dans le récit, je me suis bien plus reconnue. Ça m'a fait passer d'ailleurs à Under the Skin, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'humanité à la base et qu'elle est obligée de construire son humanité par rapport aux autres, et c'est quelque chose sur lequel je me reconnais plus, parce qu'en général, j'intellectualise beaucoup plus les choses que je ne les ressens émotionnellement, et du coup, je me reconnais plus dans ce type de personnage que dans un personnage comme Justine dans Grave, que je trouve classique, quoi. D'accord. Alors du coup, faites attention si vous croisez Éléonore. Je veux dire, ne vous retrouvez pas seule avec elle, hein, c'est pour ça que je dis toute mesure gardée, mais en général, je préfère ce type de personnage. D'accord, non, je comprends. Mais du coup, voilà, moi, j'aime beaucoup la facture. Enfin, je trouve ça très, très fort. Mais du coup, voilà, bon. Pour l'instant, je l'ai vu encore qu'une fois, donc j'attends de le revoir. Peut-être que mon avis changera et que j'appréhenderai le film d'une manière différente et qu'il aura davantage infusé, on va dire.
Mais voilà, pour l'instant, je l'aime avec une certaine distance. Mais par contre, je comprends pas, par exemple, des critiques qui disent, mais d'ailleurs, je vois que vous êtes pas du tout, vous n'en faites pas du tout partie, mais des critiques qui ont tendance à dire que le film n'assume pas assez justement le genre, enfin, ne va pas assez, n'assume pas assez franchement ses directions. Et moi, je trouve ça complètement faux. Je trouve que justement, Julia Ducournau, moi, je trouve que c'est un peu son talent aussi, c'est que dans une comment dire, dans des codes quand même relativement classiques, parce qu'il y a des films qui existent qui sont beaucoup plus déconnants que ça, bien sûr, dans des codes relativement classiques, elle arrive au contraire à pousser les curseurs jusqu'au bout, tout en restant dans certains cadres qui fait que le film, il est recevable, tu vois, il est assimilable et on peut ressentir des émotions devant, etc. Et donc, du coup, non, moi, je trouve qu'il assume vachement ses partis pris et que bah, la force de Julia Ducournau, c'est aussi que elle est à la limite à chaque fois de plein de genres différents. Et donc, ouais, non, je le trouve très fort. Je sais plus ce que je voulais ajouter, mais pour moi, c'est vraiment un film qui. Enfin voilà, la thématique, encore une fois, moi, je suis très intéressée par tout ce qui parle d'incarnation, parce que c'était aussi le cas dans Médusa. Enfin bref. Mais là, cette idée de repenser le corps de personnes qui sont complètement inadéquates à la société, au monde dans lequel on vit et au reste de l'humanité. Comment est-ce que la vie va malgré tout trouver un chemin et se réinventer, bah voilà, de manière même artificielle hein, pour le coup, pour réussir à se trouver une place et pour refaire naître des formes d'amour et des formes de vie. Et je trouve ça passionnant. Donc, putain, Bah je oui, suis puis en Valou. plus, Non, parce qu'il y a Valou qui fait chier dans le chat. Je ne répondrai même pas. Voilà. Et, et bref. Donc non, j'ai trouvé ça assez fascinant. Et enfin voilà, du coup, vas-y, Jessica, tu voulais dire un truc, pardon. non, mais c'est pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il y a souvent des critiques sur le fait qu'elle assume pas le genre, qu'elle va pas jusqu'au bout, etc. Et en fait, je trouve au contraire que, en plus, donc oui, il y a pas toujours des scènes horrifiques, il y a pas, certes, mais en fait, ça va aussi complètement avec son thème parce que comme elle disait, en fait, dans Titan, elle parle de monstres, donc Alexia, parce que en partie, donc elle est du côté du froid avec le métal et etc. Et puis son côté antipathique, voire tueuse, etc. Et donc Vincent Lindon qui est en mode monstre avec des stéroïdes, etc. Et donc en fait l'idée de parler de monstres, c'est aussi en fait de voir comment ils s'intègrent ou pas, enfin en tout cas comment ils évoluent dans un système plus, enfin en tout cas basé sur des normes sociales en fait. Et donc c'est pour ça que, à mon sens, elle a aucun intérêt à faire du pur genre tout le temps, parce que l'idée c'est de pas être dans un truc monstrueux entre guillemets en permanence en fait. Il y a un moment aussi, si tu veux raconter cette histoire-là de comment ces deux univers cohabitent ou évoluent ou se confrontent ou s'aiment ou etc. Faut bien un moment aussi que tu te raccroches à quelque chose de normalisé. Et là, en l'occurrence, ce qu'elle essaye à mon avis, de chercher, c'est justement ces histoires de fluidité, de genre qui est basée sur des normes, en fait. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais de toute façon, voilà. qu'est-ce que tu appelles du pur genre en vrai? Enfin, il y a un moment, faut arrêter. Quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est tellement large que bon. Bah, souvent, ce que j'ai Bon. entendu, moi, c'est qu'en gros, c'était considéré comme du pur genre, c'est la partie un peu slasher au début. Et puis qu'après, bon, il y a quelques scènes, voilà, mais c'est plus vraiment du genre, quoi. Mais de toute manière, je trouve que Du c'est comment dire, pinaillage. ces discussions, je trouve que, alors pardonnez-moi l'expression, les enfants sont couchés, mais je trouve que ça ressemble vraiment à un concours de beats, tu vois, de vraiment les gens qui profitent de ce film-là, donc qui a été du coup bah, montré à un grand public, un large public grâce à la Palme d'Or, et le fait qu'il y ait eu des interviews à la sortie de la salle de bourgeois choqués qui étaient en mode ah mon Dieu, j'avais vu un truc aussi horrible, et que du coup les Ah, mais ça, gens c'est clair, quoi. les gens, voilà, non mais les gens qui aiment le genre étaient trop contents de pouvoir dire non, moi j'ai vu bien pire, tu vois. Mais et donc du coup dire que Titan c'est pas assez du genre, mais tu vois, moi je trouve que c'est juste un peu au bout d'un moment, ça a suscité des débats de gens qui avaient juste envie de jouer aux gens qui avaient vu les films les plus gore dans leur vie, tu vois, alors que ça n'a pas d'intérêt. Mais du coup, je trouve qu'il a un petit peu pâti. Après, c'est peut-être l'effet réseaux sociaux, hein, mais il a un petit peu pâti de ce regard-là, je trouve. Après, les gens qui ne sont pas habitués sont réellement choqués. Alors, en ce moment, je travaille dans une salle de cinéma et j'ai pas mal de retours. On passe pas Titan, mais de retours des gens qui l'ont vu dans la discussion et qui, normalement, ne vont pas voir ce film-là et qui sont allés voir parce que c'est la Palme. Et c'est quand même assez rigolo, quoi. Ah oui. Non, mais c'est terrible, mais c'est atroce. C'est horrible.
Oui, après, faut pas Ah que les oui, gens oublient que du coup, il va être vu par plein de gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de cinéma et pour qui ce sera effectivement, ouais, fou une quoi. Enfin, expérience. ouais, une expérience. Après, il y a des trucs intéressants. J'avais une personne relativement âgée qui est y allée, qui n'est pas forcément habituée à ce type de film et qui l'a trouvé génial. Donc, comme quoi, si ça permet d'ouvrir un autre Oui, public, bah c'est oui, cool aussi. complètement. Et donc du coup, c'est le film qui a donc eu la Palme d'Or, qui a été révélé en avance, on va dire, par Spike Lee, hein, qui a un petit peu fait n'importe quoi lors de la cérémonie de remise des prix. Donc voilà, donc c'est un film. Donc ça a surpris beaucoup de gens qu'il ait la Palme d'Or. Il y a pas mal de gens qui l'espéraient, dont moi, dont nous, j'imagine. Mais du coup, ça a suscité beaucoup de débats parce que donc voilà, c'est la deuxième femme à obtenir une Palme d'Or après Jane Campion. Et la leçon de piano, c'était quoi? C'était il y a 20 ans, 23 ans? Je sais plus. Ouais, c'était début des années 90, je crois. Ouais. Et la première femme à obtenir la Palme d'Or seule. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont demandé pourquoi est-ce qu'on faisait la distinction. Parce que oui, Jane Campion, on va pas lui enlever qu'elle a eu une Palme d'Or, elle l'a eu bien sûr. Mais symboliquement, c'est pas rien qu'une telle institution ne vienne pas soutenir une Palme d'Or féminine avec une Palme d'Or masculine, mais assume pleinement qu'une femme puisse avoir la Palme d'Or seule. Sans rien noter à celle de Jane Campion, je pense que symboliquement c'est pas rien et que ça mérite quand même d'être dit, d'être souligné. Donc voilà, après le problème c'est que ça a suscité pas mal de réactions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui, comme d'habitude, aiment pas trop voir les femmes hyper enthousiastes d'une victoire féminine et qui du coup viennent dire ouais mais en fait elle a tout piqué à Cronenberg, ouais mais en fait le film est pas si bien, machin machin. Mais du coup vous, qu'est-ce que ça vous a fait le fait qu'elle ait la Palme d'Or et symboliquement voilà qu'est-ce que ça représente pour vous, à quel point vous trouvez que c'est mérité, à quel point vous trouvez que c'est un symbole et qu'est-ce que ça vous laisse espérer pour la suite quoi. Qui commence? Vas-y, Léo. Éléonore, vas-y. Oui, allez, moi j'étais très contente. En plus, je l'ai découvert un petit peu en décalé parce que je travaillais, on était en plein dans les entrées, donc je ne pouvais pas regarder mon téléphone pour voir ce qui se passait. Et pourtant, j'avais dit toutes les 24 heures avant la cérémonie de clôture, quoi. Oh, ce serait trop bien si Titan gagnait en termes de symbole, ce serait génial. Et tout le monde m'a répondu oh, mais non, c'est trop. Enfin, non, enfin, voyons, ce n'est pas possible. Et du coup, j'étais très fière de moi quand j'ai vu que finalement elle avait gagné. J'étais hyper contente. C'était assez fou. J'avais limite l'impression qu'on avait gagné un match de foot, quoi, pratiquement. Enfin, non, ça faisait un peu ça quand même. Et juste pour revenir du coup en termes de symboles, c'est quand même génial. Bon, il faut revenir sur ce qu'est le principe de la Palme d'Or. La Palme d'Or, c'est quand même symbolique. C'est un petit peu pour pas forcément récompenser le meilleur film, mais un petit peu pour dire quand même le cinéma, ça va un peu dans telle direction. C'est vrai que dernièrement, les films qui l'ont remporté flirtaient avec le genre, si on pense à Parasite par exemple. Donc finalement, pourquoi pas Titan, quoi. Enfin, ce serait assez fou. Et du coup, je pense que c'est un petit peu une manière de dire, en fait, il y a des femmes dans le cinéma, on rentre dans une ère où le genre est un peu partout, où il y a une espèce de fluidité que ce soit d'ailleurs dans le genre féminin-masculin que dans le genre cinéma de genre. Et c'est une manière de récompenser ça et de montrer que quelque part, dans le cinéma, on est censé refléter un petit peu la société et que dans la société, il se passe ça, quoi. Oui, tout à fait. Jessica, plutôt que de t'endormir là? Non, moi j'étais en transe en fait, parce que du coup, alors je visais pas la Palme d'Or pour elle, mais bon, je me disais bon, il y a des chances qu'elle gagne quand même quelque chose, quoi, parce que bon, le film, j'avais pas encore vu le film, mais bon, il y avait quand même des bons retours, donc. Et puis après, j'ai écouté des journalistes de France Inter que je n'aurais pas dû écouter, qui m'ont déprimée. Parce que en fait, juste avant le palmarès, j'ai écouté une émission donc qui passait un petit peu en revue la sélection avec les pronostics, etc. Et en fait, ils ont parlé à peu près de tous les films sauf de Titan. Donc il y a quand même un moment l'animatrice qui a mis un peu le sujet sur le tapis parce que le film avait quand même fait sensation, donc c'était légitime de poser la question en mode est-ce que vous pensez qu'il peut gagner, etc. Et en fait, la réaction des journalistes, ça a été mais d'un dédain incroyable en disant non, franchement, Titan, je vois pas, on en fait tout un plat, mais franchement, il n'y a pas grand-chose.
Et puis en plus, Spike Lee fait des films politiques, donc il va plutôt récompenser un film politique. Donc moi, ça me fait toujours un peu rire cette définition de film politique, parce que pour moi, Titane, c'est un film politique, mais Oui. en tout cas, dans le sens commun politique premier degré, c'est-à-dire parler d'un conflit de guerre, enfin bref, sans doute quelque chose comme ça. Donc il misait plus sur quelque chose, un film comme ça. Donc du coup, je me suis dit bon bah c'est mort quoi. Donc du coup, j'y croyais pas du tout. Donc autant dire que quand ils ont dit Titane, parce que moi j'avais pas compris que Spike Lee dès le début avait craché le truc, j'avais pas entendu du tout. Donc du coup, j'ai été mais complètement bon bah du coup, j'étais en transe hein, clairement. Et j'ai trouvé son discours parfait, j'ai presque pleuré, enfin bref, c'était l'émotion totale quoi, j'ai saoulé tout le monde avec ça autour de moi. Donc voilà, après ce que ouais, en fait c'était tellement improbable, enfin déjà ça reste improbable qu'une femme gagne une Palme d'Or, qu'une femme française gagne une Palme d'Or, qu'une femme française qui fait du cinéma de genre qui gagne une Palme d'Or, une femme française qui fait du cinéma de genre, qui est féministe et qui l'assume dans ses films et en interview et partout, qui gagne. Enfin moi, pour moi, c'était vraiment improbable quoi. Donc non, c'est vrai que c'était complètement incroyable comme moment. Et puis même après, quand elle a fait la conférence de presse juste après, où donc il y a un journaliste qui lui dit, bah il y a 10 ans vous étiez là avec Junior. Après, vous êtes venu avec Grave à la Semaine de la Critique. Là, c'est votre deuxième nom, vous gagnez la Palme d'Or. Enfin, voilà, et ça lui a fait prendre un recul monstrueux sur sa situation. Et elle-même, elle a été complètement dépassée par ça. Et elle a simplement dit, je peux juste vous dire que je suis fière, quoi. Et je trouve ça hyper fort, quoi, qu'une femme qui fasse ce cinéma-là, qui reste quand même décrié, quoi qu'on en dise. Peut-être que ça changera avec la Palme d'Or, mais qui reste quand même décrié. Voilà, disent ben non, mais en fait, je suis fière de mon taf, quoi. Genre, j'ai fait un super taf et je suis récompensée et je le mérite et je suis fière. Et ça, je trouve ça hyper cool qu'elle l'ait assumé de cette manière, quand bien même tout ce que le film a pu se prendre dans la gueule, quoi. Donc après, est-ce que ça va vraiment là pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour savoir est-ce que vraiment du coup ça va un peu démocratiser ce truc de récompenser des réalisatrices à la Palme d'Or. Déjà, il faudrait qu'il y en ait un peu plus à la sélection, parce que cette année, il y avait quand même 4 réalisatrices sur 24 films, ce qui était quand même rien. Donc, il faut aussi sélectionner les femmes à la base, ça c'est pas à gagner non plus. Je crois qu'il y a genre 82 réalisatrices qui ont été sélectionnées depuis le début du Festival de Cannes. Donc, ouais, c'est ça. C'est peu. C'est quand même peu, donc déjà, il faudrait bosser ça un petit peu avant, quoi. Donc voilà, après je sais qu'il y en a qui parfois sont un peu inquiets sur le fait de démocratiser un peu le cinéma de genre, ça veut dire qu'il sera moins underground et moins voilà, qui va devenir peut-être plus commercial ou peut-être plus accessible, je sais pas. Moi je trouve que c'est aussi important d'un côté que le cinéma de genre. Enfin moi je tiens vraiment à l'appellation cinéma de genre, parce que tout le monde dit oui ça reste un film, ça reste du cinéma certes, mais bon je trouve que c'est important quand même de garder cette appellation-là qui est importante, je pense, pour désigner des films qui sont radicaux. Et donc c'est des films qui parlent enfin tellement bien de l'humain, du corps et tout ça, voire des femmes aussi. C'est là où il y a beaucoup de femmes aussi. Donc du coup, moi, je trouve ça hyper cool en fait qu'ils se démocratisent. Peut-être que ça va parler à plus de gens. Peut-être qu'il y a des gens qui vont découvrir ça et ils vont se rendre compte qu'en fait, ça répond à des questions. En tout cas, ça aide à des réflexions et à des évolutions. Donc, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il faut voir comment ça va évoluer, parce que pour l'instant, c'est trop tôt pour s'enflammer sur le fait que ça va tout changer dans l'industrie pour les femmes et pour le cinéma de genre. Oui, c'est ça. Oui, symboliquement, ça fait vachement de bien, mais est-ce que c'est pas, enfin, j'espère pas, hein, mais est-ce que c'est pas juste enfin pas un pis-aller, mais genre un bout de pain jeté comme ça à la foule en délire et en se disant bon bah on l'aura fait pour cette fois-ci, puis la prochaine fois on n'aura plus à se forcer, tu vois, j'en sais rien. Moi je dis pas du tout que Spike Lee et le jury se sont forcés ou quoi, mais voilà, c'est encore une fois c'est pas parce qu'il y a cette étape de franchie que derrière ça va continuer. Enfin je dis pas qu'il faudrait réaliser des Julia Ducournau tous les ans bien sûr, mais est-ce que s'il y aura plus d'homogénéité pardon ou pas? Ça, c'est difficile à dire. Moi, quand je l'ai appris, j'étais un peu frustrée parce que c'est vrai qu'en fait, j'étais un peu dégoûtée d'avoir pris un train pour le dernier jour. En fait, j'aurais dû prendre après parce que j'aurais voulu être là pour la clôture. Mais du coup, moi, j'ai appris ça dans le voyage dans le train, en fait, sur les réseaux. Et
et bah du coup, enfin, j'étais trop en suspense d'actualiser, tu sais, genre le Twitter du Festival de Cannes et tout. Vraiment, j'arrêtais pas. Puis après, du coup, il y a les rumeurs qui ont commencé à venir de genre Spike Lee a lâché le mot en avance, etc. Ce serait Titan, machin. Je me dis, oh, ce serait magnifique. Machin. Et en plus, au moment où je suis arrivée chez moi, parce que du coup, je me suis dépêchée. Alors d'abord, le train Cannes-Paris, c'est genre 5 heures. Ensuite, je me suis dépêchée dans le métro. Puis après, du métro à chez moi, j'ai été au plus vite possible. Alors le résultat était déjà tombé, hein, mais genre vraiment, j'ai allumé ma télé. Et c'était le générique de fin de la cérémonie. J'ai absolument rien vu. mais du coup, ouais, enfin, ça a vraiment animé du coup pour le coup mon voyage en train. Et évidemment, pour toutes les raisons que vous avez dit, moi j'ai trouvé ça absolument formidable, mais c'est vrai que du coup, les gens ont beaucoup réduit la Palme d'Or au symbole, même s'il est très important et qui compte beaucoup pour nous et qu'on en était très heureuse et très heureux. C'est un film aussi qui, en tant que film qui se suffit à lui-même, méritait, je trouve, la Palme d'Or. Elle n'est pas que politique comme Palme. C'est parce que du coup, les gens ont beaucoup dit ouais, mais bon, elle a été récompensée parce que voilà, il faut bien en ce moment, c'est dans l'air du temps, machin, féminisme, blablabla. C'est un film. Enfin, je suis très très loin d'avoir vu tous les films de la sélection. Et il y en avait d'autres excellents que j'ai pas vus. Je sais que par exemple beaucoup de gens voulaient que Drive My Car ait la palme, j'ai pas encore vu. Mais voilà, moi je trouve que c'est pas du tout déconnant de donner la Palme d'Or à Titan, même s'il y avait pas tout le symbole qui va avec, quoi. Donc c'est vraiment chouette et ce serait bien que les gens Enfin, parce que juste ça m'énerve que les gens réduisent ça juste au symbole et oublient que derrière il y a juste un très bon film aussi qui est très très bien fait et qui mérite même au-delà de ça, même si on était déjà dans une société où il n'y avait pas tous ces sujets à défendre, et bah qu'en soi il mérite déjà la palme. Donc et je trouve qu'elle l'aurait d'ailleurs mérité avec Grave. Enfin voilà donc voilà, ouais, prudence sur ce que ça laisse espérer pour la suite parce qu'on ne sait jamais, mais voilà, rappeler que c'est un film qui, de toute manière, mérite la palme au-delà de ce qu'il représente. Oui, après, c'est toujours relativement symbolique ce genre de récompense. Hein. Moi, je ne vais pas chercher plus loin. Enfin, voilà, donc, non, mais c'est que du coup, après, tu vois, là, c'est comme si les gens découvraient que c'était symbolique et cachaient beaucoup de films derrière ça, alors que bah, la palme, elle a toujours un message, tu vois, c'est pas nouveau parce que cette année, c'est du Cournot et que c'est une femme, etc. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Ouais, les gens se sont mis à reprocher un peu cet aspect-là. Après, quand je dis les gens se sont mis, etc., moi, c'est beaucoup l'effet réseaux sociaux, c'est ce que je vois sur Twitter et tout. Hein, donc, ma vision est sans doute assez biaisée, mais du coup, ouais, non, très très enthousiaste de cette palme. Et bah, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va réaliser par la suite. Ah oui, aussi, ce que je voulais dire, c'est sur les influences, parce que du Cournot, contrairement à pas mal de gens, elle assume pleinement ses influences en interview, elle en parle librement, mais du coup, c'est vrai que bah, les gens, enfin ses détracteurs, prennent très vite ça comme une perche, en fait, pour la réduire à ça et invisibiliser ses films derrière ses références. Or, encore une fois, je trouve que ces films et sa mise en scène se suffisent pleinement à elles-mêmes, et à eux-mêmes, je veux dire. Donc voilà, un petit peu déçu de certaines réactions, mais qui étaient prévisibles, hein, mais malgré tout, ça n'éclipsera pas notre bonheur, je pense, de voir ce film récompensé. Ah bah non. Ah bah oui. Ah bah non. On sait que tu as fait la fête pendant 24 heures après l'annonce de... Ah bah oui. On le sait. Bah, c'est la fête nationale maintenant chez Jessica. Ah bah ouais, ce sera jour férié maintenant chez moi. Normal. Jour férié. On a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait dire. Putain, mais on a été efficace, hein. On n'a pas mis longtemps. Du coup, moi, quand il n'y a pas les plus bavardes, ça va plus. Bah c'est ça. Oh ah, je sais pas si elle nous écoute. Non, je pense qu'elle nous écoute plus. Elle nous écoute plus. Je les écoute, enfin. Et du coup, non, je me permets de faire, c'est hyper pas pro, mais je vais faire un retour en arrière parce que je me suis aperçue qu'il y a des choses que je voulais dire sur la masterclass de Jodie Foster et que j'ai pas dit. Désolée. Donc, flashback. Jodie Foster, ça fait un moment qu'on sait qu'elle aimerait tourner en France et qu'elle n'arrive pas à trouver des rôles en France, ce que je trouve un peu fou. Et là, elle est en masterclass à Cannes et elle prend tout un moment pour dire à quel point elle voudrait tourner dans des films français, vraiment des films français faits en France avec des Français. Elle parle parfaitement français, hein, pour les gens qui ne le sauraient pas. Et ça marche pas. Et personne ne lui propose des rôles en France. Et je trouve ça fou que ça fait des années qu'elle supplie. Elle n'est pas trop chère.
tout bêtement. Écoute, je sais pas, je pense qu'elle aborderait pas ce sujet-là si elle savait que ça bloquait à ce niveau-là, tu vois. Bah, peut-être après, hein, je sais pas. Mais là, elle disait que en fait, aux États-Unis, il y a pas finalement tellement de communication et qu'ils reçoivent pas de script français aux États-Unis, en tout cas peu. Mais je trouve ça fou que depuis des années, elle fasse des appels du pied à la France et qu'elle trouve pas de rôle. Genre les gars, mais qu'est-ce que vous foutez? Il y a Jodie Foster qui supplie pour jouer dans vos films et vous l'appelez pas. Tu sais qui tu vas mettre dans ton prochain film? Mais oui, mais c'est clair. Enfin, moi, je lui écris tout ce qu'elle veut. Enfin, donc je trouve ça fou que cette actrice en soit encore à faire des appels du pied. Enfin, bref, dingue. Je comprends pas qu'elle trouve pas de rôle en France, mais parce que bon, même si le contact se fait pas très bien, etc. Au bout d'un moment, il y a quand même des réalisateurs et réalisatrices français qui ont un peu de pouvoir, qui devraient réussir à lui faire passer un script. Je pense que matériellement, c'est faisable, c'est possible. Surtout quand elle vient à Cannes. Enfin, donc bref, j'espère qu'on la verra dans des films français dans les années à venir. Voilà. Et ah oui, et juste rapport au Silence des agneaux, vu que j'y ai consacré une vidéo qui était importante pour moi, elle rappelait qu'elle s'était battue pour avoir le rôle de Clarisse dans le Silence des agneaux. Et je crois, je sais plus si elle le rappelle dans la masterclass, mais je crois que c'est un rôle qu'elle a piqué à Michel Pfeiffer, il me semble. Je sais pas, Jessica, Ah si oui, tu te rappelles. je sais pas. Non, je me rappelle Je plus. crois Ouais. qu'au départ, c'est Michel Pfeiffer qui avait été casté, et puis elle a vraiment fait du forcing auprès de Jonathan Demme. Je sais pas si elle lui a envoyé des vidéos ou quoi, ou si elle a juste vu en rendez-vous ou quoi, mais vraiment, elle lui a dit, écoute, ce rôle est fait pour moi, je serai excellente dedans, etc. Et à force, elle l'a décroché, et sans doute qu'elle a eu raison. Alors, du coup, c'est triste pour Michel Pfeiffer, que j'aime beaucoup aussi, mais voilà, c'est en même temps, sans doute qu'elle a eu raison, parce qu'elle est absolument excellente dans ce film, et le personnage aurait été différent si ça avait été une autre actrice, bien évidemment. Mais du coup, voilà, Mais c'est des choses. c'était mignon d'ailleurs sur tout ce qu'elle disait par rapport au Silence des agneaux avec Anthony Hopkins. Là. Oui, Sur la relation qu'ils avaient au début de tournage et tout, que c'était hyper particulier, qu'elle avait peur de lui et tout, parce qu'il tournait que à travers des barreaux et donc il se parlait pas du tout et du coup elle avait peur. Enfin, c'était mignon. oui, ouais, ouais, et que du coup, en fait, ils se sont parlé bien après, et qu'en fait, il a avoué que lui aussi, finalement, il avait peur d'elle Il parce avait que peur d'elle. Oui, la, c'était la drôle. glace n'était pas brisée, ouais. Ouais. Alors, on nous dit dans le chat, il faudrait peut-être recroiser comment dire, les sources et voir démêler le vrai du faux. Mais Marianne nous dit que en fait Michel Pfeiffer avait fini par refuser le rôle parce qu'il était trop sombre et que du coup Jodie était le second choix. Je sais pas, c'est pas tellement ce qu'elle avait l'air de dire pendant la masterclass. Elle avait l'air de dire qu'elle s'était vraiment battue, mais du coup peut-être qu'une fois que Michel Pfeiffer s'était désisté, comme Jodie s'était battue, elle l'a eu. J'en sais rien. Il faudrait voir. J'aurais dû poser ça comme question. Voilà. Et bah écoutez, voilà, je sais pas si pour terminer, les filles, vous avez des choses à ajouter ou s'il y a des gens qui ont des questions dans le chat. J'espère que je pourrai enfin aller pour de vrai à Cannes, genre plus de 2 jours l'année prochaine, quoi, quand même. Oui, s'il te plaît. Putain, Oui. putain. Hein, Qu'on se fasse une vraie délégation de la sororité sur la croisette. Voilà, exactement. Et Jessica, tu as une fulgurance de dernière minute ou Ben non. Fort bien. Bah écoutez, il n'y a pas particulièrement de questions dans le chat. Bah écoutez, du coup, ça aura été un live relativement court, mais en même temps, on avait envie qu'il soit concis et efficace. Donc voilà, c'était nos retours sur les films de genre présentés à Cannes. Enfin, en tout cas, ce que j'ai voulu, j'avoue, c'est moi qui ai fait le programme, ce que j'ai voulu inclure dans les films de genre cannois. Sachant qu'il y en avait peut-être aussi que j'ai pas vu. Hein, je suis très très loin d'avoir tout vu. J'ai vu pas mal de films, mais voilà, en tout cas, voilà, il y avait les films qu'on avait vus ensemble parce qu'ils sont sortis au cinéma en parallèle, et voilà Médusa et Lem qui étaient vraiment mes gros coups de cœur de films d'horreur du festival, et donc du coup dont je voulais vous parler. Voilà, sinon Cannes, bah écoutez, c'était vraiment très chouette. J'ai très très envie de pouvoir renouveler l'expérience. Après, j'essaierai de me loger quand même plus proche parce que au final, au quotidien, c'était quand même très compliqué d'avoir à faire des allers-retours un peu longs parce qu'en fait, quand tu enchaînes les séances, il y a des séances pour lesquelles tu dois être en robe du soir, d'autres pas, où tu faut que tu aies des toiles, puis parfois tu as juste envie d'aller aux toilettes. T'étais à combien de temps du coup? Hein? T'étais à combien de temps du coup? J'étais à 30 minutes à pied. Ce qui est pas énorme, hein. Et après je crois que c'était 15 minutes en bus, 15-20 minutes en bus, un truc comme ça, mais bon, ce qui revient un peu au même, ce qui est pas énorme, on est d'accord, hein, ce qui est très faisable sur le papier, mais du coup t'as quand même pas le temps entre deux séances de rentrer, passer aux toilettes, te remaquiller, te changer, donc en fait tu pars tous les matins avec un sac dans lequel t'as de quoi te changer, etc. Et du coup tu te trimbales tout le temps avec ton truc, et même quand t'es en robe de soirée sur le super sportif en fait, Cannes. Hein. Oui, non, c'était pas tellement des vacances, hein, pas tant. J'ai à peine pu me baigner et tout. Mais bon, enfin bon, après c'était très chouette, hein, je me plains pas du tout, mais c'était pas des vacances. Et du coup, ouais, moi, je sais pas combien de fois, je me suis vraiment changée dans la rue, quoi. Heureusement, la première semaine, d'ailleurs, j'avais une amie avec moi
qui m'aidait plus ou moins, mais c'est vraiment, t'enfiles ta robe de soirée qui est trop serrée, puis ensuite t'enlèves tes vêtements en dessous et tout, mais dans la rue, complètement devant les gens, tu mets tes pieds qui sont scotchés de 1000 compites chacun dans tes escarpins tout crades, parce que tu les traînes partout et tout, mais bref, moi j'étais partie en mode vas-y, j'emmène mes belles robes, mon beau maquillage, je me ferais bien belle avant les belles séances, les bonnes séances et tout machin, et n'importe quoi. À chaque fois, c'était la robe que j'avais enfilée juste devant les grilles, maquillage vite fait comme ça, genre ouais, bon, de toute manière, j'ai le masque et de toute manière, je brille. Et je me trimballais avec mon tote bag tout pourri, qui était tout gonflé d'avoir mes affaires de rechange et mes baskets dedans. Enfin bon, c'était tout sauf glamour. Il y a une question qui est intéressante et qui est souvent posée, c'est alors Adrien Garot qui demande est-ce qu'il y a vraiment une tenue imposée sur certaines séances? Oui. Donc c'est les séances gala, donc c'est les séances tapis rouge du soir, donc les séances en présence d'équipe, etc. Alors je crois que c'est que le soir. Je crois que les séances tapis rouge avec l'équipe de la journée sont pas forcément tenues du soir. Donc la plupart des séances, vous y allez vraiment comme vous voulez. Enfin, c'est tenue correcte, voilà, correct pour ce que ça veut dire, mais vous pouvez très bien y aller en jean basket. Mais les séances gala du soir, il faut que vous soyez, si vous êtes une femme, en robe de soirée, en tout cas en tenue de soirée. Les hommes, je crois que c'est smoking obligatoire. Je crois qu'à une époque, ouais, ne pape. Je crois qu'à une époque, vous étiez obligé d'être en noir et maintenant, là, il y avait des gens qui avaient des costumes de couleurs relativement différentes. Ce qui est sûr, c'est que les baskets, ça passe pas. Quelle horreur. Pardon. Il peut foncer. Mais du coup, ouais, tenue de soirée exigée, effectivement. Là, moi, je suis beaucoup passée en place de dernière minute. Donc là, quand vous êtes en mode dernière minute, les vigiles font un peu moins chier là-dessus, sont un peu moins regardants, mais vous êtes quand même censé avoir des chaussures à talons pour les femmes, sachant que moi, je portais des petits talons, hein, mais bon, voilà. Les hommes, chaussures de soirée aussi, et normalement smoking ou quelque chose qui ressemble à un smoking. Et je pense que quand on est genre tapis rouge, vraiment tapis rouge, qu'on a eu une vraie invitation, je pense que c'est encore un peu plus strict sur le dress code. Voilà, parce que nous, quand on arrive en dernière minute, alors certes, on monte les marches sur le tapis rouge, mais c'est vraiment genre sur le côté, on nous fait passer vite, genre non, prenez pas de photos et tout, en mode genre faut pas trop vous voir, tu vois, genre vous êtes pas très très glamour, donc il faut pas trop chier. Mais ouais, techniquement, on est censé avoir tenue de soirée. Voilà. Et bah oui, je vois dans le chat l'année prochaine, allez-y à 12 et louer un maxi truc proche. Bah ouais, c'était un peu. Le problème, c'est qu'on a tous des emplois du temps, voilà, qui sont assez variables et qui sont difficilement aménageables les uns avec les autres. Mais ouais, l'idée, effectivement, l'idéal, ce serait qu'on y aille en groupe l'année prochaine. Ouais. J'essaierai de me motiver. Moi, j'avais eu la flemme de faire le courrier et tout là. Bah, mais j'essaierai de me motiver l'année prochaine. On te motivera. Non, mais ouais, après, c'est le bon plan, effectivement, se loger à plus proche, à plusieurs, pardon, mais plus proche. Après, ça reste de toute manière hyper cher. Franchement, ce que j'ai dépensé en bouffe pour manger des conneries, franchement, c'était hallucinant. Mais après, en même temps, t'es proche du festival, t'es entre deux séances, t'as pas eu le temps de bien manger, bah du coup, t'as faim. Donc oui, tu te prends un sandwich ou tu t'arrêtes manger une crêpe et tout, ou une glace, ou voilà. Mais du coup, tout ce qui est proche du palais, déjà, t'as pas le temps d'aller plus loin, mais tout ce qui est proche du palais, bah, c'est super cher. En plus, c'est pas toujours bon. Donc bref, oui, par contre, Cannes, c'est vraiment un certain budget. Hein. Ça, c'est clair que c'est... Voilà. Faut vouloir avoir envie de mettre un peu son budget vacances dedans. Mais en tout cas, moi, je suis très très loin d'être blasée. C'était que ma deuxième expérience. J'avais déjà fait les 3 jours à Cannes à l'époque où j'avais encore l'âge de le faire. Et du coup, là, c'était la première fois que je faisais vraiment le festival, que j'avais une expérience beaucoup plus complète. Donc j'espère renouveler ça bientôt. Et au fur et à mesure avoir le bagou pour m'incruster dans plus de soirées, on ne sait jamais. Et voilà. Ben voilà, rien à ajouter? Si, il y a une question hyper intéressante. Avez-vous vu des films? Et non, justement, j'ai tout fait à Cannes sauf voir des films. Vraiment, ça m'a saoulée. Non, oui, du coup, on a vu tous les films dont on a parlé là, et j'en ai vu beaucoup plus. Hein. J'ai vu plein de films qui n'étaient pas des films de genre, hein, avec des séances assez mémorables. D'ailleurs, j'ai eu, je suis moment fangirl, hein, mais j'ai vu Bergman Island de Mia Hansen-Løve, qui est un film que j'ai plutôt bien aimé, enfin bon, bref, je vais pas en parler là, c'est pas le sujet, mais donc, du coup, dedans, il y avait Tim Roth, donc j'ai vu Tim Roth de près, et ça, c'était vraiment, on a même eu un eye contact, et je suis restée professionnelle, mais j'ai vraiment eu envie de hurler, donc bref, j'ai vu plein de films, voilà, des expériences plus ou moins intéressantes. Au départ, il y a beaucoup de films que j'ai pas aimés, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas ressortir du festival en ayant rien aimé, et voilà, la deuxième semaine, j'ai eu au moins 3 coups de cœur avec Titan, Medusa et LM, plus plein d'autres choses qui étaient quand même très intéressantes. Donc, du coup, t'as réussi à voir combien de films en tout à peu près? Alors, je sais plus, j'ai plus recompté, mais j'en ai vu entre 15 et 20.
plus de 15, ça c'est sûr, mais moins de 20, c'est sûr aussi, je crois. Donc, bon, ce qui n'est pas un rythme fou, hein, pour 12, 11, 12 jours passés à Cannes, il y a des gens qui les enchaînent beaucoup plus que ça, hein, genre les journalistes, ils enchaînent les films, et c'est un rythme complètement épuisant. Moi, bon, vu que j'étais plus axée films de genre et que j'avais pas un compte rendu enfin, je veux dire, je faisais pas des critiques dans les médias ou quoi, j'étais plus relax et j'allais davantage voir ce que j'avais envie de voir. Mais bon, j'étais quand même sur un bon rythme. Et voilà. Alors non, on me demande si j'ai vu Candisha ou Adolescence explosive. Non, ça fait pas partie des films que j'ai vus. Mais je vais pas me mettre à lister tous les films que j'ai vus parce que c'est pas dans la thématique film de genre et tout. Et je les ai plus en tête là tous. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu beaucoup de films, beaucoup de choses intéressantes. Et j'ai hâte de renouveler l'expérience. Et si possible, en présence de mes consoeurs ici présentes. Et même celles qui sont pas présentes. Voilà. Et même celles qui parlent beaucoup. Ah oui, même celles qui parlent beaucoup. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup tout le monde. Je pense qu'on peut s'arrêter là du coup. Yes. Merci les filles d'avoir été là. Donc je rappelle, Éléonore, vous pouvez la retrouver sur le blog Léo Yurilo et surtout le podcast, enfin pas surtout, mais aussi le podcast La Bobine Hurlante, qui est relativement nouveau comme podcast, mais donc qui parle de films d'horreur et qui est passionnant. Donc avec une autre membre de la sororité, donc qui s'appelle Jess aussi, donc une autre Jessica. Mais qui n'est pas moi. Voilà. Et Thierry, je ne peux pas dire son nom de famille, je vais encore. Vas-y, Éléonore, présente La Bobine Hurlante, s'il te plaît. Dis juste Thierry, c'est bien. C'est avec Thierry. Tout le monde connaît Thierry, je veux dire, il n'y a pas besoin de préciser. Bien sûr, Voilà. Titi. Donc voilà, La Bobine Hurlante et Jessica ici présente que vous pouvez retrouver sur le blog Bon Chic Bon Genre dont elle vous parlait au départ. Voilà, suivez tous ces médias passionnants, je vous les conseille vivement et retrouvons-nous bientôt. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et voilà, merci les filles d'avoir été là, puis bonne soirée tout le monde alors. Merci à toi, Salut. bonne soirée. Bonne soirée, salut. Ciao.